Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Effet Papillon, le podcast préféré de ton podcasteur préféré. L'Effet Papillon, c'est simple, c'est l'occasion pour moi de parler du parcours incroyable de mes invités, de revenir sur ces petits moments charnières qui ont bouleversé leur vie, en somme, de parler de leurs effets papillons, le tout teinté de la petite sauce Mitsu et forcément un petit peu du Japon. Et donc aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un créateur aussi décalé qu'attachant, dont l'humour et l'originalité ont conquis plus de 2,5 millions de personnes sur YouTube. Sora, comment ça va, mon ref? Alors ça c'est très mignon ça. Mais ça va très bien, je suis très content d'être là. Ouais. C'est trop cool. On est Ici trop à bien, Tokyo en plus. Bah oui, en plus, dans l'endroit que j'aime le plus au monde, donc Bah oui. très à l'aise, très content et très heureux de partager ça avec toi. Bah écoute, ça me fait super plaisir. En plus, alors je sais pas dans quel ordre je vais uploader les podcasts, mais potentiellement ce sera vraiment le premier du premier. Mais oui, quoi. du coup c'est vrai que je suis le tout premier en fait. Ouais, Finalement. voilà, donc tu Waouh, ouvres, j'ouvre la danse. tu inities le podcast, Ok. c'est incroyable. Incroyable, un peu de pression là. Alors du coup, pour commencer, pour ceux qui te connaîtraient peut-être pas, même si bon, il n'y en a pas tant que ça. Ah mais c'est possible. Je vais quand même faire une petite rapide présentation. Tu me corriges si jamais je dis une bêtise. Très bien. Mais donc, Sora, de ton vrai nom Maxime, né le 4 septembre 95, c'est donc l'homme aux idées folles, celui qui a fait un cache-cache géant dans un centre commercial, organisé le mariage de son chien, ou même essayé d'être enceinte pendant 24 heures avec un faux ventre. J'ai fait le tour de la chaîne. J'en ai fait des choses. Comme ça, je crois que j'ai sorti genre 1400 vidéos, ça fait 9 ans. Ouais, j'en ai fait des trucs, pas forcément que des bonnes idées, hein. mais j'ai fait beaucoup de choses en tout cas. C'est sûr. Mais donc toi, t'as commencé sur YouTube en 2015, d'abord en duo, puis en solo avec ta propre chaîne en 2016, où tu faisais principalement du gaming, Yandere Simulator, Life is Strange, avant de basculer petit à petit vers un univers complètement barré, mélangeant humour absurde, défis improbables, collaboration culte aussi avec d'autres créateurs, comme ta meilleure amie, Dooms. Ouais. Mais Sora, c'est aussi également une marque de vêtements, Hayami. Oui, On voit celle que d'ailleurs. j'ai sur moi. T'as tes trois acolytes aussi à quatre pattes, Tsuki, ton chat, Oka, ta chienne, et récemment l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, Echo, un magnifique petit chien. Un magnifique petit démon. Adorable, je suis très pressé de le voir d'ailleurs. Et bah oh. J'espère qu'il se sera assagi jusqu'à maintenant. Et puis il y a forcément ton amour pour le Japon, où tu vas bientôt venir t'installer avec celle qui partage ta vie, l'actrice de doublage Adeline Chotaille, qu'on va recevoir d'ailleurs aussi dans le podcast. Enfin voilà, t'es un vrai caméléon du web avec déjà une décennie de carrière. Ouais, et ça va faire bientôt 10 ans, ouais. Ouais. C'est ouf, hein. Et comment tu vois du coup aujourd'hui ton parcours En vrai, c'est ouf, hein. Ça s'est passé très vite. Ouais. C'est passé super vite. Tu sais, je me rappelle quand j'étais toujours. En fait, je me rappelle de chaque étape un petit peu par lesquelles je suis passé. Le côté où il y a un moment où, au tout début de ma carrière, entre guillemets, j'étais assez perdu en fait finalement. Je savais pas quoi faire de ma vie. Je suis passé par plein de choses, d'idées. Et YouTube est tombé vraiment complètement par hasard. Et en fait, de me dire que, tu sais, je me vois encore dans ma petite chambre chez mes parents, à coller mes petits fanarts derrière moi et tout, à maintenant le studio que j'ai à Paris. Et du coup, maintenant, le gros projet que j'ai de carrément venir au Japon. Mhm. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé. Et je pense que si on me disait ça, et je pense que c'est la phrase bateau, hein, mais si on me disait ça il y a 9 ans, j'aurais dit, ouais, non, mais non, impossible, tu vois. Genre, déjà, déménager au Japon, impossible, mais alors vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à là, parce que j'ai fait tellement de trucs. Et c'est fou parce qu'en une décennie à peine, Mm. c'est que moi par exemple, ça fait 15 ans que je suis au Japon. Et je m'en rends compte aussi, mais je me dis, 10 ans, c'est tellement court au final, Ouais. et qu'on voit tout ce que t'as fait en 10 ans. C'est court et long en même temps. Ouais. Tu vois, genre à la fois je me dis c'est court parce que c'est passé très vite, et à la fois je me dis quand je refais la rétrospective, je me dis quand même il s'est passé énormément de trucs, tu vois. Il s'est passé tellement de choses, ma vie a tellement changé en 10 ans. Même moi-même, physiquement, mentalement, j'ai Mhm. tellement changé en 10 ans. Et encore heureux, finalement. Mais non, c'est fascinant. Et du coup, je suis hyper content d'être dans un podcast qui s'appelle L'Effet Papillon, parce que l'effet papillon, c'est quelque chose dont je parle à Adeline très régulièrement. Ah, ça me fait super Et plaisir. c'est quelque chose qui me fascine. Et je suis trop content de pouvoir en parler un petit peu plus. Ah bah écoute, tu me Parce lances qu'à un chaque fois, je segway, parle de l'effet papillon et on me dit, ouais, d'accord, ok, très bien. Mais là, je suis content, je vais pouvoir en parler un Ah, peu mais plus. complètement. Et là, tu me lances un segway parfait parce que du coup, on va rentrer dans la première partie concrète de ce podcast. Et c'est effectivement tes effets papillons à toi. Mm. Alors, rapidement, pourquoi moi j'ai décidé de faire ce podcast? Parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, une des premières vidéos que j'ai faites, c'était une vidéo qui s'appelait justement Mon effet papillon au Japon. Mm. Où, en faisant un petit peu l'introspection de moi-même, en essayant de trouver des petites anecdotes à raconter sur ma vie au Japon, je me suis rendu compte qu'il y avait des tout petits éléments, mais à la con. Vraiment des petits choix de merde que j'ai fait un jour. Genre, typiquement, hein, ce qui me permet d'être assis là aujourd'hui, c'est parce qu'un matin, je suis allé travailler. Tu vois, C'est bien mais- déjà. non, mais j'étais censé être en congé. Je me suis levé travailler. J'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de connecter avec des personnes, qui m'ont permis jusqu'au vite, hein. Japon à être là où je suis aujourd'hui. Et si je m'étais pas levé ce matin et que j'avais pas dit, tiens, je vais aller remplacer le mec qui est en congé aujourd'hui parce qu'il avait la crève, si j'avais eu la flemme, je serais pas là.
Et c'est fou quand on y pense, ouf, tu vois. hein. C'est dingue. En fait, c'est à la fois fascinant, à la fois terrifiant, un peu, tu vois. Parce que tu peux pas le prévoir. Parce que tu vas le prévoir. Et du coup, en fait, quand tu fais l'introspection de tous les effets papillons qui t'ont permis d'arriver là où tu en es actuellement, tu te dis, mais combien d'effets papillons j'ai raté, du coup. Forcément. C'est terrifiant, tu vois, mais c'est génial. Bon, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans tes effets papillons à toi. Peut-être commencer déjà un petit peu par le professionnel, parce que c'est ce qui transparaît le plus, je pense, au niveau des gens. Là, tout à l'heure, tu me disais que YouTube, c'était pas spécialement quelque chose que tu avais prévu. Bah, c'était une passion. Déjà, à la base, quand j'ai commencé à réfléchir, comment dire, à découvrir YouTube, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec. Tu vois, donc vraiment, moi, j'étais juste en mode, ah, c'est trop bien YouTube, tu vois. Après, tu t'es lancé à la période où les gens ont commencé à se faire de l'argent avec. Même si je devais remonter jusqu'à vraiment le moment où j'ai découvert YouTube, c'était il y a bien plus longtemps que 2016. Hein. C'était vraiment 2012, 2011 peut-être. Ouais. En fait, je dirais la toute première chose qui m'a fait découvrir YouTube, et je sais pas, je pense que je l'aurais découvert à un moment ou un autre, tu vois, mais le premier effet papillon qui fait que j'ai découvert YouTube et qui fait que j'ai ouvert une chaîne YouTube, c'est parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter Assassin's Creed 2. Voilà, c'était. En fait, tu t'es dit, je vais. En fait, j'avais pas la thune pour l'acheter. Du coup, je me suis dit, bah, je vais aller le regarder quelque part, tu vois. Et à la base, je suis allé, donc j'ai tapé, je sais pas, Assassin's Creed 2, machin. Et je sais même pas comment je suis tombé là-dessus. Et je suis tombé sur Dailymotion à l'époque, qui est une plateforme, qui était la plateforme concurrente de YouTube à l'époque. Et un gars qui s'appelait Naito75, que j'adore d'ailleurs. Je regarde de temps en temps. Je sais qu'il fait toujours des choses de temps en temps. Je le vois sur TikTok et tout. J'aime trop. Ça me rappelle l'origine de tout, en fait. Et en fait, c'est ce gars-là qui faisait un let's play sur Assassin's Creed 2 ou Assassin's Creed Brotherhood, je sais plus lequel, un des deux. Et du coup, je suivais tout son let's play parce que j'étais là, putain, moi, je peux pas me l'acheter. Et du coup, je regarde toute l'histoire et c'était trop bien, tu vois. Et à un moment, à la fin du let's play, il dit, bon, bah, les gars, voilà, Dailymotion, pour moi, c'est fini. Je vais passer sur YouTube. J'étais là, ouais, YouTube, mais c'est pas que pour la musique, YouTube et tout. Parce que pour moi, YouTube, c'était la musique, c'était les clips vidéo, tu vois. David Guetta, il mettait son clip et basta, tu vois. Et du coup, donc, il fait la transition. Et bah, je me dis, bah, ok, bah, je vais le suivre, du coup, parce que j'aime trop ce qu'il fait, donc je vais le suivre. Et de là, j'ai découvert, bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai découvert Diablo X9, Beast Mode 3, Monsieur le V12, qui sont les trois piliers de YouTube français de tout début gaming, l'époque Diablo X9 elle est quand même assez... Diablo X9. Et moi, des trois, celui que je préférais, c'était Beast Mode 3. C'était celui qui faisait du jeu vidéo, mais déjà dans le divertissement, tu vois. Genre Diablo X9, c'était plus des let's play, il faisait du Call of aussi, mais c'était plus let's play. Ensuite, t'avais Monsieur le V12, c'était plus Call of, la perf, tu vois. Et Beast Mode 3, c'était vraiment grossièrement le Squeezie de l'époque, tu vois, où il était avec ses jeux vidéo, il faisait plein de conneries, que des blagues, des montages à la con et tout. Et moi, j'adorais ce mec-là. Et de là, je me suis dit, mais attends, mais c'est génial, quoi. Mais eux, ils jouent aux jeux vidéo et il y a des gens, ils leur répondent et ils échangent avec eux. Et moi, je joue aux jeux vidéo et on me répondait pas. Parce que je parlais toi, t'es tout seul dans ta chambre. Donc j'étais là, c'était sur Zelda. Je dis, regarde, papa, je suis en train d'aller dans le village des Gorons. Ouais, c'est bien mon fils. Allez, top, nickel, va dans le village des Gorons, mon frère. Mais tu vois, il savait pas, enfin, il disait, il s'y intéressait. Mes parents s'y intéressaient, ils ont toujours été derrière moi et tout. Mais je parlais un petit peu tout seul dans mon langage à moi et des fois j'étais bloqué, j'étais là, comment je fais pour me débloquer et tout. Et je me suis dit, bah si, je vais tester et tout. Et j'ai ouvert une chaîne et du coup, à l'époque, c'était il y a longtemps. J'ai ouvert cette chaîne, je sais même plus en quelle année je l'ai ouverte, mais il y a très longtemps. Ta chaîne actuelle, la chaîne principale? Même pas. Une autre. Ouais, j'en ai plein des chaînes. J'en ai plein. J'en ai une sur le gaming quand j'avais vraiment genre 15 ans. J'en ai eu ensuite une sur Pokémon avec mon ex. Ensuite une tout seul. Et ensuite il y a eu Sora. Sora, c'est de 2016 du coup. Sora, c'est une chaîne secondaire à la base. Hein. Ouais. Mais c'est fou. C'est une chaîne secondaire. Ouais, et c'est ta chaîne principale aujourd'hui. Au début, c'était vraiment une chaîne secondaire parce que j'avais du coup la chaîne. Donc j'ai ouvert une chaîne avec mon ex-copine sur Pokémon. Et du coup, bah, je me suis dit, oh, le jeu vidéo me manque un petit peu. Et donc la chaîne s'appelait Océlie et Sora. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une chaîne qui s'appelle Sora, qui va être une chaîne secondaire où je vais pouvoir faire des jeux vidéo à côté du Pokémon. Et la chaîne Sora a explosé. Mais du coup, tout ça pour dire que au tout début, si j'avais pas l'argent d'acheter le jeu, j'aurais pas eu ce pont avec YouTube, ce pont avec Beast Mode 3 et me dire, ah putain, moi aussi je peux faire ça, tu vois. Et alors peut-être que, en effet, encore une fois, peut-être que je l'aurais vu à un moment ou à un autre. Mais certainement, dans tous les cas. Oui, j'aurais forcément vu YouTube tôt ou tard, tu vois. Mais
peut-être que je l'ai vu au bon moment, tu vois. Ouais. Au bon moment où je me suis dit, ah tiens, ok, let's go, je tente. Ça t'a donné envie de faire la même Ça chose m'a à ce donné envie de moment-là. faire la même chose. J'ai ouvert une petite chaîne YouTube et en fait, à l'époque, j'avais genre 3000 abonnés, ce qui était déjà beaucoup à C'est l'époque. beaucoup, C'était énorme. ouais. Les plus gros youtubeurs avaient 100 000. Hein. Donc 3000, c'était quand même pas mal. 3000, c'est pas mal. Et du coup, donc, ça m'a permis d'apprendre absolument tout ce que j'ai su, tout ce dont j'ai eu besoin pour ouvrir Sora. C'est-à-dire le montage, les miniatures, ressentir le montage, parce que tu as monté, mais tu as aussi ressentir. Moi, quand je Penser au montage avant, pendant que tu tournes. Exactement, penser au montage pendant que je tourne, c'est-à-dire, ah tiens, je vais faire cette vanne-là parce que je sais qu'au montage, je pourrais l'appuyer. Ou ailleurs, à ce côté aussi de, pendant que je monte, tu sais, vraiment, quand je faisais du montage à cette époque-là, quand je cutais un moment, je disais pas, ah tiens, il faut que je cut ce moment, parce que je sentais, je dis, ah tiens, ce moment-là, il faut que je le cut, parce que ça va rendre mieux, machin. Vraiment, je ressentais le montage. Je comprends. Et j'ai l'impression d'être un peu mystique, tu vois, je ressentais. Ah mais mec, on est pareil. mais tu vois, genre, en fait, quand je forme un monteur ou quand je suis avec un monteur, j'ai du mal à expliquer parce que s'il fait des choses qui pour moi me semblent naturellement évidentes, j'ai du mal à l'expliquer parce que pour moi, je peux pas lui dire. C'est du ressenti. Ouais, je peux pas lui dire, tiens, ce moment-là, faut le cutter parce que. Et je sais pas, parce que je le ressens qu'il faut le cutter ce moment, tu vois. Je le comprends de fou. Enfin bref. Moi, j'ai la même chose avec les zooms. J'ai vraiment dans ma tête une espèce de DA des zooms. Ouais. Tu peux pas faire un zoom n'importe comment. Ouais, pour moi, un zoom, il y a vraiment C'est une vrai. logique à suivre. Ouais, c'est vrai. Et quand je vois, c'est très rare que je confie mon montage à quelqu'un. Mais quand je confie mon montage et que je vois juste sur les zooms, le mec il s'est planté, je lui dis désolé mec, les zooms ça va pas. mais pour te dire à quel point je suis perfectionniste. Ouais, perfectionniste. Ouais, perfectionniste de fou. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment le premier truc qui m'a dit, ah tiens, hop, on passe par là. C'est fou. Ouais. Du coup, Assassin's Creed 2. Ouais, Assassin's Creed 2 ou Brotherhood, un des deux, je me rappelle plus, mais Ok. qui est d'ailleurs le meilleur Assassin's Creed jusqu'à présent. mais, mais ouais, je pense que c'est le tout début. Après, on a eu d'autres. Hein. Il y a eu par exemple, si je devais réfléchir à un effet papillon. Là, imagine-toi par exemple, moi ce que j'essaie de faire quand je réfléchis au mien, imagine-toi vraiment le truc où tu te dis, tu vois, ce jour-là, si j'avais pas fait ça, je m'en rends compte des années plus tard que en fait, j'aurais pas rencontré telle personne ou j'aurais pas été à tel endroit et j'aurais pas fait tout ça derrière, tu vois. Bah, moi, je pense déjà que ouvrir la chaîne Sora, à la base, je voulais pas le faire. Ok. Parce que j'avais peur, parce que j'étais plus à jour sur les montages, tu vois. Ok. Parce que monter du Pokémon et monter du YouTube gaming à l'époque, c'était pas pareil du Ah tout. oui, oui, oui. C'était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de cuts. Et même entre là où j'ai appris le montage à l'époque de ma première chaîne et à l'époque où j'ai voulu lancer Sora, rien à voir. Et j'avais très peur. Et Fritz, qui est un de mes meilleurs amis que je connais depuis 15 ans, c'était la première personne que j'ai rencontrée sur YouTube d'ailleurs, Ok. vraiment, et qui m'accompagne encore actuellement, tu vois. M'a dit, non mais mec, fais-le, lance la chaîne, machin, vas-y, c'est le moment, il faut que tu essayes et tout. Il m'a dit, en plus, il y a un jeu qui est très stylé qui s'appelle Yandere Simulator. C'est Fritz, hein. On y arrive. C'est Fritz, hein, mon effet papillon, c'est Fritz, hein. Et il me dit, vas-y, fonce, machin. Et je dis, oh, t'es sûr, peut-être que j'y arriverai pas à m'habituer à ce montage et tout. J'avais vraiment peur, hein. Je suis un mec hyper anxieux. Et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, allez, j'essaye. Et c'est à partir de là où ça a commencé à marcher. Et à un moment, c'est surtout à ce moment-là précis où la chaîne a commencé à exploser. C'est Yandere Simulator, du coup, c'est un jeu un petit peu ambiance japonaise où en gros, on est une meuf dans une école, elle est amoureuse d'un gars, sauf que d'autres meufs sont amoureuses de ce gars-là, et du coup, pour avoir ce mec-là pour elle toute seule, elle les bute. Très simple. Très simple. Simple, efficace. Très simple. Et à un moment, le développeur a créé un pause mode, qui c'est un peu en mode théâtre. En gros, tu prends les personnages, tu les mets dans la position que tu veux et tu fais des scènes. Et je demandais à des gens de me mettre des défis. Ok. Et je les faisais, je les enchaînais. Et à un moment, Fritz, il me dit, mec, tu devrais trop faire le mariage des deux persos et tout. Et je dis, ouais, c'est une bonne idée, ça. Je devrais faire le mariage des deux, ouais. Et là, cette vidéo en particulier, c'est 30 000 abonnés en un mois. C'est plus d'1 million, 2 millions de vues. Et c'est à partir de là que la chaîne a commencé à prendre un tournant. C'est cette vidéo-là en particulier, cette idée-là qui m'a soufflé. Où je me suis dit, bonne idée, hein, ça. Et c'est à partir de là où la chaîne a explosé. Ah, c'est fou. Et après, tout a suivi, quoi. Parce que moi, j'avais pas suivi du coup à l'époque. Je regardais pas trop le YouTube gaming. Donc moi, j'ai appris un petit peu tout ça par la suite, surtout depuis que je te connais. Mais j'ai cru comprendre que Yandere Simulator, c'était vraiment le gros arc sur ta chaîne qui t'a permis quand de tu tout demandes à lancer derrière. quelqu'un s'il me connaît, il y a 80% de chances qu'il me connaisse via Yandere Simulator. C'est fou. Souvent, ouais, très très souvent. On m'en demande encore. Hein. Pourtant, ça fait, je crois, 3 ans, 4 ans que j'ai pas fait de Yandere Simulator. On m'en demande encore tous les jours. Hein. Ah, c'est fou. Ouais, ce jeu, Et tu l'as tenu il a combien de temps marqué. ce concept-là? Ouais, longtemps, hein. Je faisais une vidéo par jour dessus. Hein. Mais déjà, rien que ça, l'époque, attends, on en parle vite fait, mais une vidéo par jour. Je faisais 2 vidéos par jour à une époque. Pendant 3 mois, je faisais 2 vidéos par jour. Une vidéo sur un jeu indépendant, une vidéo sur Yandere Simulator pendant 1 ou 2 mois.
Et après, j'ai stoppé parce que j'en pouvais plus. Ah, mais moi, je me demande même au niveau de l'algo YouTube à quel point c'est viable, quoi. Ah, à l'époque, bah, quantité, hein. À l'époque, YouTube voulait de la quantité. Encore actuellement, YouTube veut de la quantité, de la quantité, de la quantité, de la quantité. Et après, il met la qualité en second plan. Mais en fait, j'avais tellement. Je mettais tellement un flow énorme sur le jeu que j'étais incontournable sur le jeu. Tu pouvais pas passer. Yandere Simulator, tu pouvais Tu pas tapais passer. Yandere outre Simulator, moi. Tu c'était pouvais tes pas passer vidéos. outre moi. C'était Ok. impossible. Et c'est ce que je voulais. Et du coup, c'est ce que j'ai eu. Et à un moment, quand j'ai commencé à avoir ce côté un petit peu vraiment mainmise. Enfin, c'est un peu péjoratif, mais vraiment avoir cette mainmise sur Yandere Simulator avec deux autres personnes. À cette époque-là, il y avait Deolink, qui est maintenant Deotoons, qui fait des animations. Rien à voir avec ce qu'il faisait à l'époque. Et du coup, Fritz, on était vraiment les trois à avoir du coup cette mainmise sur Yandere Simulator et à lancer du contenu régulièrement. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, ok, je vais diminuer un petit peu. Et j'en faisais du coup, quand même 2-3 par semaine quand même. Hein. Ok. Donc, non, mais je l'ai poncé le jeu. Hein. Je l'ai poncé de tous les côtés. Je le connaissais par cœur, hein, vraiment. Mais c'est vraiment ça qui m'a lancé. Et après, petit à petit, j'ai commencé à vouloir me diversifier parce que je voulais pas m'enfermer dans une case. Voilà. Oh, quelle belle Mais histoire. ouais, en termes d'effets papier, en fait, il y en a plein. En vrai, il y en a plein. Il y a aussi ce côté de quand j'ai terminé mes études. Donc, quand j'ai commencé donc, cette chaîne YouTube, D'ailleurs, t'as fait quoi comme étude? On a pas j'ai fait demandé, des mais- études de paramédical et social. Ok. Je voulais devenir, entre guillemets, alors ça s'appelle TESF, mais personne ne connaîtra, donc je vais dire éducateur spécialisé. Ok. Et en gros, c'était pour aider les gens, les aider de manière dans leur vie de tous les jours, pour les aides, etc. Vraiment les aider à remonter la pente quand tu es dans la merde financièrement et dans plein d'autres aspects de ta vie. Et en fait, j'ai fait ces études-là, sauf que dans la réalité du terrain ne m'a pas plu du tout, parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. On me vendait quelque chose et j'ai pas eu ce que je voulais. Je voulais aider les gens et je pouvais pas les aider comme je le voulais. À la base, c'était quelque chose qui est venu de toi ou c'est quelque Ouais, chose. j'ai Ok. toujours voulu aider les gens. Toujours voulu aider les gens. Ça te parler. ressemble pour le coup. Mais... Et c'est gentil. Et en fait, j'ai fait un stage et j'ai remarqué qu'en fait, t'aider les gens jusqu'à un certain point, mais quand tu peux plus les aider, tu passes au suivant. Et ça, j'y arrivais pas. Je me suis dit, mais non, en fait, je peux pas aider des gens, leur dire, bah désolé, j'ai fait tout ce que je pouvais, allez, force à vous, je passe au suivant. Impossible. Impossible je pour moi. comprends. Impossible. Et du coup, je me suis dit, bon, ouais, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Et j'ai quand même terminé mon BTS. J'ai eu mon BTS. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit à mes parents, voilà, écoutez, parce que j'habite encore chez eux, j'ai dit à mes parents, voilà, écoutez, moi, même avant de terminer mon BTS, du coup, je dis, ouais, j'aime pas ce que je fais, j'ai envie d'arrêter. J'ai même pas envie de terminer mon BTS, j'ai envie d'arrêter et de faire autre chose. J'ai envie de tester YouTube. Et ils m'ont dit, alors Alors J'imagine. Non, mais ils m'ont dit, et ça, je les remercierai toute ma vie, ils m'ont dit, tu sais quoi, on fait un marché, si t'as ton BTS, pendant 1 an, t'as comme une espèce d'année sabbatique où t'es à la maison, tu testes YouTube et on te demande rien. Et si au bout d'1 an, ça fonctionne, ok, tant mieux. Et lorsqu'à la go, ça fonctionne pas, bah tu reviens sur tes études principaux ou alors tu fais autre chose. Et ils t'ont quand même donné un peu le bénéfice du doute. Et ils m'ont donné la chance. S'ils m'avaient dit, bah non, en fait, t'es sous notre toit, tu vas travailler, bah je serais allé me faire foutre. Hein. Ouais. Concrètement. Et ils m'ont laissé cette chance. Et du coup, j'ai commencé en mai 2016. Et en novembre 2016, j'avais déjà un SMIC. Donc là, ils ont dit, ok, c'est bon. Fais ta vie. Une fois que les sous rentrent la plupart du temps, les parents sont rassurés un peu. Une fois que l'argent est là, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ouais, je suis désolé, c'est un peu décousu dans mes discussions. C'est toujours ça. Mais c'est en même temps, ça qui est intéressant. Ah ouais, mais c'est compliqué parce que du coup, j'essaye de remonter un petit peu à tel effet, tel moment charnière et tout. Et du coup, ça me vient un petit peu de manière un peu... Alors, un moyen simple de vraiment voir l'effet papillon, c'est de prendre un élément spécifique et de revenir petit à petit sur les causes de ça. Donc là, par exemple, gars, on va parler de ta marque, Hayami. Ouais. Ok. Là, pour toi, le truc le plus récent qui a amené à la création de Hayami, c'est quoi? Confinement. Ouais. Ok. Le confinement parce que j'ai eu le temps et le Japon était fermé. Ça me manquait trop et je me suis dit, ok, bah, c'est le moment de créer un truc avec le Japon qui peut me connecter à ce pays sans que je puisse y aller. Parce que j'étais trop triste de pas pouvoir y aller. Ah, c'est fou. Voilà. Mais Tipeee n'est pas fermé. Je serais allé au Japon. Il n'y aurait pas de Hayami. Non, mais tu vois, déjà t'as un premier. Et après, tu peux remonter encore plus loin, tu vois. C'est qu'est-ce qui fait que c'est les fringues qui te sont venues à ce moment-là? Est-ce que avant ça, t'avais pas déjà quelque chose qui t'avait connecté aux vêtements, au sable? Si, complètement. Un gars avec qui je travaille qui s'appelle Shahid, que tu connais peut-être. Je connais deux noms, je l'ai jamais rencontré Voilà, encore. il a une agence qui s'appelle Hypnotis avec qui je travaille pour des OP. Ok. Et c'est lui qui m'a fait découvrir un peu tout ce qui est sneakers et tout. Ok. Et avant, j'étais pas du tout intéressé par les fringues. Il m'a dit, tu t'habilles mal. Il m'a dit, tu t'habilles mal, viens, je te montre les sneakers. Et j'ai ok. Et du coup, je suis tombé amoureux des sneakers. Et à partir de là, je me suis dit, ah putain, la sap, c'est cool. C'est fou parce que moi, depuis. Ça fait pas super longtemps qu'on se connaît, ça fait 2-3 ans. Ça va faire, ouais, 2-3 ans Ouais. quand même, ouais. Et
Moi, j'ai toujours eu l'image de toi qui aimait bien justement la sape, même le luxe, on peut le dire. Ah, bien sûr. Mais j'adore, vraiment, le j'aime. luxe dans le côté vraiment, tout ce qu'il y a de beau aussi dans le Ouais, luxe et bien dans sûr. la création de fringues. Mais moi, je trouve ça génial. Du je coup, suis un peu genre j'arrive leader pas pour à le luxe, imaginer hein. un toi qui n'aime pas Ah, ça. mais tu vois. mec, il y a une époque, franchement, je m'habillais comme une merde. Hein. C'est dramatique. Hein. Je suis en train de faire des photos, c'est terrifiant. Hein. C'est vraiment, j'avais des petits jeans skinny et tout, je ressemble à rien. On est passé par là, tout Ouais, ça. bien sûr. Et ouais, et du coup, non. Et c'est vrai que non, après, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Shahid a commencé à me parler des sneakers et tout, il y a eu cette connexion entre moi et le milieu un petit peu de la sape et de la mode. Ok. Et en effet, du luxe, tout ça, forcément, je gagnais mieux ma vie, donc je pouvais aller dans des magasins où je pouvais pas aller avant. Mhm. Et c'est pas du tout péjoratif de dire qu'on aime le luxe. Hein. Moi, je trouve ça trop stylé, tu vois. Mais pareil. Aller chez Louis Vuitton, je trouve ça trop cool. Mais pareil. Génial, tu vois. Ils font des belles choses et non, c'est un milieu que je trouve fascinant. Ouais. Et du coup, j'ai eu envie de créer mes propres vêtements parce que je trouvais pas des choses qui me plaisaient. Enfin, j'adore le rose. Mhm. Il y a pas tant de vêtements Ouais, c'est vrai. que ça qui sont roses, tu vois. Et donc, du coup, je fous du rose partout. Et t'as raison. Et ça me T'as plaît. tu raison vois. parce que c'est beau. Et je me bats pour dire que le rose n'est pas une couleur de fille, quoi. Ah, mais totalement. Ah non, Moi, vraiment. j'ai toujours porté du rose. Hein, donc, Mais moi aussi, j'adore ça. C'est trop cool. Mais avant, j'assumais pas parce que j'avais trop peur de ce jugement, tu vois. Ouais, mais je Maintenant, comprends. j'en ai plus rien à foutre. C'est comme le vernis, tu vois. Le Ouais. vernis, avant, j'en mettais pas. Parce que j'étais là, on va dire on va dire telle chose, on va dire telle chose. Ouais, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. J'ai plus rien à prouver. Si je veux mettre du vernis, je mets du vernis. C'est Et tout, t'as quoi. bien raison. Et Et t'as bien raison. je pense qu'on devrait tous un petit peu avoir un peu moins d'affect avec le jugement des autres, même Ouais. si c'est difficile. Hein. C'est dur, hein. Surtout dans la période scolaire, collège, lycée, c'est très, très compliqué. Parce que les gens sont méchants de fou. T'as bien vécu, toi, ton collège-lycée? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu toujours énormément de chance. J'ai toujours été très, très, très bien entouré. J'ai jamais vécu de harcèlement. J'ai toujours eu énormément de chance, mais j'ai vu des gens se faire harceler. J'ai vu des gens. Et j'ai même potentiellement participé sûrement à du harcèlement quand t'es petit. Je pense qu'on a tous potentiellement participé à du harcèlement Ouais, sans doute. quand on est petit, même sans le vouloir, tu vois. Mm. Parce que il y en a un, il va se prendre une blague. Tu vas lui dire une blague. Et tu te dis que c'est que juste une blague que tu t'es dite, machin, mais lui, cette blague-là, il l'a entendue 600 fois. Ouais. Donc c'est du harcèlement, tu vois. Ouais. Et tu le sais pas forcément à ce moment-là. Et en fait, quand t'es petit, tu te construis petit à petit. Tu vois, quand t'es au collège, lycée, tu te construis. Et tu te rends pas compte de tout ça. Ouais. Mais voilà, ouais, dans cette période, c'est un peu compliqué. Et je peux comprendre que tu te dises, ouais, mais je peux pas assumer ce genre de choses au lycée, collège, alors qu'on devrait pouvoir le faire. Totalement. On divague, hein. Ouais, mais c'est j'aime bien. Moi, je trouve que c'est. C'est un peu l'ADN propre du podcast, quoi. Totalement. Moi, ce que je veux, c'est justement qu'on ait des conversations qui soient assez fluides, comme ça. C'est ça que j'aime bien. Mais tu vois, pour revenir vite fait sur Hayami, donc du coup, confinement. Avant ça, il y a eu Shahid. Ouais. Comment t'as rencontré Shahid? Je sais même plus. Bon, déjà, plus forcément, lien avec YouTube. Ouais. Bah, Mais est-ce que sûrement, t'as hein. quelqu'un qui te l'a présenté par Comment je l'ai rencontré? Je sais plus. Ça fait très longtemps que je le connais. Hein. Ok. Ça fait très très longtemps que je le connais. J'habitais en Seine-et-Marne à ce moment-là. Donc pour te dire vraiment, ça fait un moment. Mais comment je l'ai rencontré, je sais plus. Sûrement au détour d'un événement par rapport au manga. Ouais, sûrement un truc comme ça. Hein. Après, je vais aller très loin si j'avais pas aimé les mangas. Mais c'est toujours bien, d'essayer de trouver vraiment le petit moment où tout a basculé. Mais je peux te dire même que je pense que j'aurais pas eu cet attrait pour le Japon. En fait, on peut même aller encore plus loin. Allez, vas-y, c'est ça que je veux. On peut aller encore plus loin. J'ai toujours regardé des mangas quand j'étais petit, c'est-à-dire que j'ai grandi avec Détective Conan, qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Il y a un épisode qui s'appelle L'homme aux bandelettes. Oui. Tu vois de quel épisode mais je parle mec, je suis un des plus gros fans de Détective Conan au monde. bien. Cet épisode dans le château où il y a un gars où il se fait des gens qui se font décapiter et il y a un homme aux bandelettes qui récupère et ça m'a traumatisé quand j'étais petit. J'ai regardé cet épisode, j'étais tout seul chez ma maman. Il y avait de l'orage. Je tombe là-dessus, il est 22h. Traumatisé. Traumatisé. Mais bref, j'ai grandi avec Détective Conan, avec Naruto, forcément. Pas Dragon Ball. Je suis passé, comme moi. passé à côté de Dragon Ball. Totalement. Et j'ai jamais réussi à accrocher depuis. Pareil. Je suis désolé, mais j'ai pas réussi. Moi, on est deux, vas-y, on se check. On est pareil. Mais Naruto, pour moi, ça reste le manga ultime, par excellence. Pour moi, Naruto, c'est vraiment le top 1. Et actuellement, on n'a jamais fait mieux que Naruto. Mais après, il y a de l'affect qui parle, il y a de la nostalgie, tu vois. Moi, de mon côté, par exemple, c'est Full Metal. Full Metal, pour moi, il est au-dessus de tout. J'allais y venir. Pas Full Metal le premier, Full Metal Brotherhood. Alors, tu parles de l'animé, du coup? Ouais, l'animé, oui, je parle de l'animé. Parce que moi, j'ai toujours été plus animé que manga, Ok. j'avoue. Enfin, j'ai commencé avec beaucoup de mangas, mais c'est vrai que l'animation, je sais pas, ça me fait vibrer. Ouais. La musique, les scènes, le doublage, ça me fait vibrer. Le doublage, on reviendra dessus. On reviendra dessus, oui. Mais ouais, tout ça pour dire que voilà, Naruto, Détective Conan, tout ça, j'ai grandi avec. Et il y a une époque où, quand j'ai commencé à rentrer au collège, je m'en suis détaché. Ok. Complètement. Vraiment, il y a eu une cassure. Je pense que c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Oh. Je crois. J'ai commencé à m'intéresser aux filles. Est-ce qu'il y avait une corrélation en mode si t'aimes trop les mangas, tu plais Non, pas pas à ce ou moment-là. même pas? Non, juste je m'intéressais à autre chose.
Et je m'intéressais moins aux jeux vidéo. Ok. J'avais envie de plus sortir avec mes potes, sortir avec des filles, nanana. Chose que je n'ai jamais réussi à faire. J'étais petit. J'ai pas beaucoup de succès quand j'étais petit. Voilà, malheureusement. Écoute, on peut pas être parfait. Moi, j'étais pas un bourreau des cœurs, quoi. Ok. Bon, bref. Non, on est pareil. Mais bref, ça pour dire que il y a eu un truc qui a fait qu'il y a eu une vraie cassure avec ma relation avec les animés et la culture japonaise en global. Ok. Pendant quelques années. Je crois de mes 11-12 ans, j'ai commencé à arrêter. Et jusqu'à mes 15-16 ans, Est-ce que jusqu'à Yandere Simulator, du Non. coup ou... non. En fait, il y a quelqu'un qui a fait que je me suis replongé là-dedans. Oh, C'est mon cousin, ok. qui s'appelle Antoine. Bonjour qui- Antoine. Qui est venu un jour et qui m'a dit, mec, Sword Art Online, c'est trop stylé. Parce que t'aimes les jeux vidéo, et le gars là, il va dans un jeu vidéo et s'il perd, il meurt. Et j'étais là, waouh! Parce que, il faut savoir. Parce que Concept de tout le dingue. monde crache sur SAO, mais le gars est un génie. Tu vois, le gars, alors parce que je sais qu'après il y a la saison 2, nanana, et forcément ça a fait parler, mais la saison 1, c'est un chef-d'œuvre. Le mec a balancé cette histoire dans un concours de cons et il a créé genre, genre juste une mode, un truc monstrueux, tu vois. Bah, le Isekai, c'est. Mais c'est pas vraiment Isekai, Ok. Sword Art Online, tu vois, parce qu'il va pas dans un autre monde. Tu vois, il est toujours dans le monde réel, juste il a un casque de réalité sur la tête. Donc Ok. c'est pas vraiment Isekai, ça s'en rapproche. Ouais. Mais je pense pas que ce soit catégorisé comme un Isekai. Mais bref, dans l'idée, c'était exceptionnel. Et quand j'ai découvert Sword Art Online, genre le coup de cœur absolu. Mais vraiment le coup de cœur absolu. Je suis tombé amoureux d'Asuna, déjà. Ma première waifu. Il en est venu beaucoup d'autres après. Ok. Mais ma première waifu. Tu vois. Et dis-toi, j'ai une collection entière. J'ai toujours, c'est dans des cartons. Mais j'ai 2 vitrines entières avec que des goodies sur Sword Art Online et particulièrement sur Asuna que je trouve trop stylé, tu vois. Oh. Et bref, vraiment énorme coup de cœur. Et Sword Art Online, et c'est pour ça que Sword Art Online, je le classe vraiment dans un de mes mangas animés préférés de tous les temps. Parce que je crois que je dis ça, on est là, comment il peut dire ça? Mais quoi, il aime les animés, il dit Sword Art Online, c'est son anime préféré, je vous emmerde, ok? Qu'est-ce que tu veux En fait, il a un attrait très particulier parce que sans Sword Art Online, sans Antoine et sans Sword Art Online, je me serais pas reconnecté aux animés, tu vois. J'aurais pu, peut-être, après avec des sites, tu vois, on peut refaire le monde, tu vois, mais j'étais à 1000 km de vouloir me remettre aux animés parce que ça m'intéressait plus du tout, tu vois. Et du coup, ça m'amène sur un truc, c'est tout à l'heure on parlait de Yandere Simulator qui est quand même très japonisant, tu vois. complètement. Est-ce que ton regain d'attrait pour les animés Mais complètement. t'a amené aussi à Mais complètement. aller sur Yandere, tu Mais vois? pour tout. Donc là, tu vois, on Mais rebobine un peu plus. Mais en fait, ce regain d'intérêt pour les animés et donc via Sword Art Online m'a redonné de l'intérêt pour le Japon en global, pour le pays en lui-même, tu vois, pour la culture des animés, pour les jeux en rapport avec la culture japonaise. Tout a découlé de revenir sur Sword Art Online, tu vois. Si Antoine n'était pas venu me dire « SAOT, c'est trop cool », je pense que vraiment, je sais pas, je ne sais pas si je me serais remis à la culture japonaise, ou en tout cas, pas de cette manière. Mais du coup, là, si on reprend ça, et c'est là où. Comment t'as connu Antoine? C'est mon cousin, Non, bordel. c'est pas Comment ça. t'es né? Là, c'est pas ça, c'est que là, du coup, on touche à quelque chose de vachement intéressant. Ouais. C'est qu'en fait, potentiellement, si Antoine, à ce moment-là, ne t'avait pas parlé de SAO, est-ce que toi, derrière, t'aurais eu le succès que t'as eu grâce à Yandere Simulator? Est-ce que t'aurais eu la carrière que t'as aujourd'hui sur YouTube, tu vois? Ça se trouve, j'aurais pas eu du tout d'intérêt pour le Japon, et encore moins pour Yandere Simulator, et du coup, j'aurais pas eu ce buzz que j'ai eu Puis, via ce jeu. quand on voit tout ce que représente pour toi aujourd'hui le Japon, Ouais. tu dis Énormément. potentiellement tu serais passé à côté de tout ça. Tu vois pourquoi à quel point SAO compte pour moi, tu vois? Parce que j'étais complètement déconnecté, j'en avais plus rien à faire. J'en regardais pas, vraiment, je regardais plus rien de ce qu'il y avait en rapport avec le Japon en tant que tel. Mhm. Tu vois, alors si, évidemment que j'avais toujours un plaisir avec la culture japonaise, aussi faible soit-elle à ce moment-là, parce que je jouais beaucoup à Pokémon, dans tous les cas, tu vois, je jouais à Pokémon, t'as un machin, petit lien ça, toujours, j'avais ouais, toujours un petit forcément. lien, tu vois, parce que forcément j'ai grandi avec, donc j'avais un Mhm. lien. Mais j'avais pas cette passion, cette flamme énorme qui s'est réveillée, tu vois. Et à partir de SAO, vraiment les petites braises qui restaient, c'est devenu un incendie, tu vois. Et oui, et c'est pour ça que SAO, ça reste quelque chose Ok. qui est extrêmement précieux pour moi, quoi. Mais là, du coup, c'est vachement intéressant parce que là, on a réussi, tu vois, on a pris notre À temps. remonter, hein. Mais on est arrivé quand même à se dire, ok, du coup, Antoine est potentiellement déjà Ouais. un de tes plus gros effets papillons. Et en vrai, Antoine. Est-ce que tu l'as remercié depuis, Antoine? Non.
Non. Est-ce que c'est pas le bon moment Merci, pour le mon remercier? frère. Merci, mon frère. Mais c'est vrai que, ouais, Antoine, toi, c'est pas mon vrai cousin, entre guillemets, tu vois. Oui, C'est un oui. cousin par alliance. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que si tu veux remonter encore plus loin, si ma tante ne s'était pas mariée au Ah, père bon, d'Antoine. On peut aller très loin, tu vois. Non, Si mais mon oui, père on- n'avait pas ken ma mère ce jour-là Je précisément. serais pas né, mon frère. Non, mais tu vois, oui, Antoine, c'est quelqu'un qui est très important pour moi et qui pour le coup, a participé grandement à toute comment dire, cet effet boule de neige, Ouais. l'événement, tu vois. Voilà. C'est trop intéressant. Fascinant. Hein. Non, mais c'est bien. Là, du coup, on est allé sur le niveau professionnel. Est-ce qu'au niveau personnel, donc là, par exemple, aujourd'hui, comme on l'a dit, bon, tu partages ta vie avec Ah bah, Adeline. j'ai le plus beau effet papillon de tous les temps, là. Voilà, mais du coup, bah, vas-y. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu aussi parce que on parle souvent de l'effet papillon justement sur le contexte professionnel en disant bah voilà, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu tel succès dans tel, tu vois. Mais il y a aussi le succès personnel, le succès de la vie personnelle. Et toi, pour le coup, bon, il y a un petit peu il y a un petit peu une success story au niveau perso aussi. Avec Adeline, c'est mon plus bel effet papillon. C'est le plus bel effet papillon que j'ai pu avoir dans ma vie. Hein. Ah, j'ai pleuré. Forcément. Non, arrête. Non, mais en fait, Adeline, dis-toi, j'étais pas du tout destiné à la rencontrer. Au début, je l'aimais pas. Hein. Au début, je l'aimais pas du tout. Ah, c'est cool. En gros, dis-toi, j'étais invité à Polymanga. Ok. Polymanga, qui est une convention en Suisse où, du coup, je t'ai invité pour faire des scènes, faire des dédicaces, des photos, tout ça. Et Adeline fait la voix de la mascotte de Polymanga. Ils ont une mascotte. Ok. Et en fait, sur scène, il y a un écran géant. On voit une mascotte un peu IA bouger. Et en fait, c'est Adeline derrière son petit écran qui appuie sur des boutons pour lui faire dire bonjour. Et en même temps, elle parle dessus. Ok. Voilà, donc, elle fait vraiment ce côté un peu jeu d'actrice avec, Ok. avec le personnage. Et c'est elle qui gère du coup tous les invités. Et quand j'étais invité à Polymanga, Adeline du coup me contacte sur Twitter et me dit voilà, bon bah du coup, c'est moi qui m'occuper de toi. Est-ce que tu veux faire telle chose, tel truc, machin, machin. Et moi du coup je parle avec elle. Il n'y a pas spécialement d'atome crochu, tu vois, genre juste Adeline elle est très pro, donc elle met des points, elle met pas d'emoji. Moi c'est des choses qui me mettent mal à l'aise. Moi je mets 12 emojis par phrase, mais pas de points. Tu vois, genre moi j'ai un gros, j'interprète beaucoup les messages. Ouais, je comprends. Et ouais, bref, donc à ce moment-là, tout se passe OK, tu vois. Et il y a un jour où, en fait, alors je l'ai toujours dit que j'étais tombé malade ce jour-là. En fait, il va falloir que je rétablisse la vérité. Je n'étais pas malade. En fait, en gros, j'envoie un message à Polymanga. Je leur dis, je suis désolé les gars, je suis malade, je peux pas venir. Et en fait, c'est parce que j'avais peur. Parce que j'avais pas fait de scène, j'avais jamais fait de scène. Et je savais que la scène de Polymanga à cette époque-là, il y avait 3000 personnes. Que je devais mettre une vidéo de moi en écran géant et voir les gens réagir à ma vidéo et passer par-dessus, passer ensuite après cette vidéo pour aller sur scène. Paralysé, vraiment paralysé, et je n'étais pas conscient de ça, tu vois, paralysé. Et la seule excuse que j'ai su trouver, c'est je suis malade, je peux plus venir. Mais j'ai paniqué, tu vois. Et j'envoie un message à Adeline et je lui dis voilà, je suis désolé, je me sens pas très bien du tout, je suis malade, je peux pas venir. Et là, hyper sec, il me dit ah d'accord, ok, très bien. Même pas de compassion, tu vois. Parce qu'elle sait pas que je suis pas malade, tu vois. Donc je lui dis, mais putain, dis bon rétablissement, dis quelque chose, tu vois. Et pas du tout, tu vois. Vraiment hyper sèche. Je t'ai dit, elle est froide de fou. Quelle connasse, quoi. Et je dis, mais imagine, j'étais vraiment malade. Putain, aucune compassion, tu vois. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'elle se doutait. Elle me dit, c'est trop bizarre, il est pas malade. Et ça a pris 2 ans pour que je lui dise la vérité. Oh. Je voulais pas assumer que j'étais pas malade. Bref. Donc t'es vraiment pas allé du coup Je suis vraiment pas allé. Ok. Parce que vraiment j'étais tétanisé. J'étais jeune à ce moment-là. C'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a 6 ans du coup. C'est 2019, c'est ça? Bah vraiment, avec Adeline, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble et on n'était pas ensemble. Donc ça fait 6 ans. Ok. Donc 2019, ouais. 2019, voire 2018. Ok. Potentiellement, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est 7 ans. Ça me fait mal de me dire que j'ai l'impression que c'était hier 2018 alors que c'était il y a si longtemps. C'était il y a 7 ans. Et du coup, voilà, donc à ce moment-là, je me dis putain, elle est vraiment pas cool, quoi. Je l'aime pas du tout. Autant, bon là, c'est pas cool ce que je fais forcément, mais sa réaction est pas cool non plus, tu vois. Donc j'étais hyper en mode bon, vas-y, ok, celle-là, bon, allez, tant pis, je m'y intéresse pas. Et en même temps, il n'y avait pas spécialement de quoi s'intéresser. À ce moment-là, bon, j'étais en couple, aucun truc. Donc, bref, pas d'atome crochu, pas d'amitié, rien du tout. Et les mois passent. Moi, j'étais en couple avec quelqu'un, ça se passait très très mal, mais vraiment très mal. On était vraiment sur la fin. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, on était vraiment sur la fin de la relation. Okay. C'était ma toute première relation d'ailleurs. On était vraiment sur la fin. Et à un moment, je suis invité dans une convention qui s'appelle Mangamania à Montélimar. Ok. Et il faut savoir que je crois, à cette époque-là, je faisais beaucoup de conventions. Je faisais vraiment genre 1, 2 par mois. Et ça m'est déjà arrivé d'en faire 3 dans le même mois. C'est vraiment hyper éprouvant.
Tout est week-end, quoi. C'est vraiment, t'enchaînes. Et c'est des journées de 9h à 10h, 18h. Tu t'arrêtes pas. Vraiment, c'est assez hard. Donc, je suis invité dans cette convention. Et à ce moment-là, puisque j'avais pas mal enchaîné, je ne voulais pas y aller. À la base, au tout début, j'avais dit non. Je veux pas y aller. Pas le temps. J'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, j'étais fatigué, je voulais me reposer. Et en fait, je vois que il y a à cette époque-là, je crois qu'il y avait Dooms qui était invité à ce moment-là, Louis qui était invité à ce moment-là. Je crois qu'il y avait New Titeuf. Bon, en tout cas, il y avait des potes. Du beau monde quand Il y même. avait des potes, tu vois, il y avait des potes. Je me suis dit bon, allez, tu sais quoi, il y a des potes. Vas-y, viens, on y va, tu vois. Ça va être gaulerie. On y va, ça va être marrant, on y va. Et Adeline est invitée. Et c'est la seule personne avec un autre gars qui fait la voix de Sacha dans Pokémon, je crois, qui est invité. Ok. Et bref, j'étais pas forcément au courant à ce moment-là qu'il était invité, tu vois. Je me rappelais même plus de son existence à ce moment-là, tu vois. Genre, bon, j'avais cut depuis Polymanga, j'étais passé à autre chose, tu vois. Et donc, on a cette ligne de table où, du coup, il y a voilà, Louis, Dooms, moi, machin. Et au bout, il y a, du coup, Adeline et ce gars qui fait la voix de Sacha dans Pokémon. Et c'est la seule que je connais pas. Et à ce moment-là, du coup, donc, je la trouve gentille, elle est marrante et tout. Donc, T'as pas fait le lien entre. je pense que oui, mais bon, je m'en foutais un peu. C'était il y a quelques mois. Ok. On s'en fiche, quoi. Puis elle avait l'air cool, tu vois, elle avait l'air gentille. C'était la seule que je connaissais pas avec le gars. Et je sais pas, il y a eu un petit feeling. Et j'étais encore en couple à ce moment-là, donc rien de déplacé, tu vois. Mais je la taquinais un petit peu. Je sais pas, je prenais ses dédicaces quand elle était tournée. J'écrivais pour ma plus grande fan, Sora, tu vois. Et je le remettais dans sa pile. Et comme ça, quand elle le dédicaçait, elle tombait dessus. Elle était là, genre, ah, mais c'est quoi ça? Mais ouais, juste des chamailleries, tu vois. Mais rien de spécial, rien de spécialement. Qui aime bien châtie bien. Ouais, ok, oui. Je pense que je la trouvais mignonne, je la trouvais marrante. Mais rien de plus qu'à ce moment-là, j'étais en couple et vraiment, j'étais très. Même si ça se passait très mal, j'étais très dans mon couple et de me dire. Bon, j'ai déjà assez de problèmes, comment est-ce que je gère ces problèmes-là, quoi. Je comprends. Mais elle, en revanche, elle a eu un petit crush, tu vois. Ça, je l'ai appris plus tard. Je savais pas. Mais bref. Et donc, on sait un petit peu, voilà, on parle. Donc, on va au resto tous ensemble, tu sais, tout le groupe de la convention. On papote, machin, on fait connaissance. On a un bon feeling. On s'ajoute sur Insta. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et quelques mois après, donc c'était en mai. Si je dis pas, c'était en mai, je crois. Ou avril ou mai, un truc comme ça, de convention. Et si je dis pas de bêtises, en juillet, le 20 juillet, je me sépare de mon ex-copine. Ok. Le 21 juillet, je reçois un message d'Adeline qui ne m'a jamais parlé. Hein. À la limite, je crois qu'elle a réagi. Elle l'a senti. Elle a réagi à une story sur les 3 mois. Et là, je ne dis à personne que je me sépare. Et Adeline m'envoie un message vraiment le lendemain en disant coucou, ça va? Je dis bah écoute, je me suis séparé de mon ex, pas ouf quoi. Et elle me dit ah bah moi aussi. Ça te dit qu'on aille en parler? Et ensuite. La suite appartient à l'histoire. Okay. Mais ouais, et en fait, toute cette espèce de petite histoire pour dire que si j'étais pas revenu sur ma décision d'aller à cette convention, j'aurais jamais rencontré Adeline. J'aurais pas rencontré Adeline. Et du coup, ma vie aurait pu être radicalement différente, du coup. Et c'est fascinant, tu vois. Parce que du coup, elle m'aurait pas vu, elle aurait pas eu ce petit crush vite fait, tu vois, ce petit crush mignon. Ouais, et puis ce petit attachement que vous avez eu. Ce petit feeling, tu vois. Et du coup, il n'y aurait pas eu potentiellement de message le 21 juillet. Et du coup, il n'y aurait pas eu cette rencontre et il n'y aurait pas eu tout ce qui a suivi, quoi. Vraiment, juste, ça a tenu à une réponse par mail de moi qui dit « Allez, vas-y, je veux bien venir ». Mais là, alors tu vois, je voulais pas, tu vois. Tu vois, ton histoire elle est d'autant plus intéressante parce qu'on voit aussi le contre-effet papillon. C'est qu'on parle souvent des choix qu'on a faits qui nous ont amenés. Il y a aussi les choix qu'on n'a pas fait ou les choix de ne pas faire. Ouais. Et est-ce que le fait que la première Polymanga, tu n'y sois pas allé, ça contribue aussi. Parce que c'est le fait que tu ne sois pas là à ce moment-là, mais que tu sois là plus tard à Montélimar. Ouais, parce que Polymanga, tu vois, c'est une version d'Adeline qui est beaucoup plus pro. Elle court partout, on la voit pas forcément, elle gère beaucoup de choses. Et peut-être qu'elle aurait été beaucoup plus stricte, beaucoup plus droite, et j'aurais peut-être moins accroché à elle, tu vois, tout simplement. Tu vois. J'aurais peut-être dit, bon, bah ouais, elle est cool, mais vite fait, tu vois. Et du coup, au final, le fait de. Même si toi, tu t'en rendais pas compte à ce moment-là, mais le fait d'avoir fait le choix, que ce soit par peur ou peu importe, de ne pas y aller, c'est ça qui a conditionné aussi la suite, tu vois. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est pour ça que j'adore ça. Moi, je trouve ça génial. Et tu vois, quand je me dis, tu vois, genre, actuellement, on a 3 animaux, on a un appartement qu'on a acheté ensemble, on va déménager à l'autre bout du monde, tu vois, genre. Et tout ça, tu sais, si j'avais pas dit allez, je veux bien venir à Montélimar, bah, ça n'arriverait pas, quoi. Et je me dis, putain, mais à quoi ressemblerait ma vie actuellement si j'étais pas allé à Mangamania de Montélimar, tu vois. Eh bien, écoute, c'est parfait ce que tu me dis parce que tu m'amènes sur le prochain segment. Je vais faire un petit jeu avec toi. Ah, un petit jeu. C'est un petit jeu que j'ai appelé le Batmandel.
Ok. Et en fait, c'est très simple, on reste un petit peu dans le sujet de l'effet papillon. Mhm. Le but, en fait, ça va être d'essayer de revenir sur un moment particulier de ta vie Mhm. et d'essayer de voir comment les choses auraient pu évoluer si justement tu n'avais pas fait ce choix. Ah, intéressant. Donc en gros, là, si toi, tu pouvais revenir en arrière, changer une décision, tu vois, laquelle ça serait. Et à partir de là, on va essayer tous les deux de réfléchir à Ok. où est-ce que ça aurait pu potentiellement t'amener. Ça peut être ce qu'on vient de dire par rapport à Adeline, ça peut être autre chose. Est-ce que tu as un petit truc comme ça Un sur truc lequel tu as un envie truc de... que je regrette et que j'aurais. Pas forcément regretter, juste un truc où tu te dis, tiens, là, comment ça se serait passé si j'avais pas fait ça à ce moment-là. Et on va essayer de réfléchir à ça. En fait, il y a plein de moments où je me dis, tu vois, par exemple, il y a un moment où dans mon couple, la première relation, Mhm. il y a un moment où ça allait très, très, très mal. Ok, Et on a décidé de faire un break. ok. Un break. Quand on a 15 ans, on fait beaucoup de breaks. Et du coup, là, on a décidé de faire un break. Et à ce moment-là, il y avait une fille qui me tournait autour Ok. et que je trouvais un peu mignonne, tu vois. Mais j'avais 16 ans, tu vois, genre, bon, 16-17 ans. Et j'étais là, genre, voilà, une fille qui me tourne autour. C'est la première fois que ça m'arrivait, tu vois, qu'une fille soit amoureuse de moi, hors ma copine, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je devrais redonner une chance à ma relation ou est-ce que je devrais juste arrêter parce que ça va très mal Mhm. et qu'il n'y a pas de futur possible dans nous deux et aller et tester avec quelqu'un d'autre, tu vois. Parce Ouais. on peut tous se poser cette question, tu vois. Genre, Totalement. quand la relation, ça faisait 4 ans qu'elle allait très mal, 3 à 4 ans qu'elle allait très mal, tu peux te dire, bon, vas-y, c'est bon, on a assez donné, j'ai assez payé. Je suis passé par là Voilà, plus tu de vois, fois qu'il n'en faut. Donc, lâchons l'affaire, tu vois. ouais. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui serait passé si, du coup, j'avais pas continué avec mon ex-copine et j'étais parti avec une autre relation, toi. Enfin, Ok. créer une autre relation avec d'autres personnes, juste rompre définitivement Ok. et changer de vie, tu vois. Bah vas-y, on va partir Et là-dessus. je me suis dit, tu vois, il y a plein de trucs. Alors, Là. cette fille, par exemple, c'était... sans forcément, on va pas drop son nom, tu vois. Mais c'était quel type de fille, qu'est-ce qu'elle aimait, tout ça. Tu connaissais des petits trucs sur elle ou pas du tout? Et j'étais dans la même classe qu'elle. Ok. Et ouais, bon, elle était très mignonne, très bienveillante, très gentille. Et en fait, il y avait ce côté de beaucoup de bienveillance, Ok. ce qu'il n'y avait plus dans mon couple. Hmm. Tu vois. Et attention, parce que je désamorce, hein, il y avait pas, j'ai l'impression qu'on parle de notion de tromperie, etc. C'est pas du tout le cas, hein. Parce qu'il y avait cette décision d'arrêter. Il y avait vraiment ce côté de, on décide tous les deux d'un commun accord, vraiment, stop. Oui, parce que des fois, sans forcément qu'il y ait quelqu'un qui ait fait vraiment quelque chose de grave, tu peux te rendre compte que juste, il y a une personne, elles vont pas ensemble. Ouais, en bien fait. sûr, bien sûr. C'est Et des là, choses qui juste, arrivent tout le temps. En fait, on avait l'impression de. T'avais fait le tour de ce que qu'on t'avais avait à fait, partager ouais, avec elle. J'avais fait le tour avec elle et je me suis dit, ok, pendant une semaine, 2 semaines, viens, on arrête. On arrête. C'est rigolo, et- une semaine, 2 semaines. Ouais, on est jeunes aussi, Ouais, tu vois. ouais. Mais juste, faut remettre dans le contexte, on est jeunes. Et il y a ce côté de, on voit si on se manque, si potentiellement il y a d'autres personnes qui nous attirent. Mhm. Et en fait, s'il y a toutes ces choses qui font que, peut-être qu'en fait, on s'aime plus. Mhm. Tu vois, peut-être qu'on s'aime plus. Et si, tu vois, s'il y a rien du tout qui nous embête et qu'on n'a qu'une envie, c'est de revenir ensemble, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à Ouais. recréer, tu vois. Et finalement, j'ai jamais rien fait avec qui que ce soit et on a retenté. Et on a réessayé de créer quelque chose. Ce qui finalement, je pense, était potentiellement une erreur. Mais C'est Bon, ça aussi qui t'a amené là où c'est t'es ça qui m'a aujourd'hui. amené là où je suis, tu vois. Donc, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai vécu avec Ok. cette fille. C'était un moment, il y a des moments cool et des moments qui n'étaient pas cool, mais au moins, ça m'a amené là où j'en Ok. suis. Donc, sans ça, je serais pas là. Et du coup, vas-y, on va du coup partir sur le multivers. Hein. On va dire, voilà, là c'est le moment Nexus. Tu te dis, ok, vas-y, j'ai envie de tenter avec cette fille. Ouais. Ok. Je pense qu'elle était vraiment destinée à faire du travail social. Ok. Tu vois, donc, je pense que j'aurais continué mes études. Peut-être que je me serais plus accroché Ouais. à mes études. À tes études. Peut-être que j'aurais Vous auriez partagé ça Ouais. ensemble, Je peut-être. pense qu'on aurait partagé ça ensemble, que j'aurais eu beaucoup moins cet attrait pour YouTube, je pense. Et que j'aurais potentiellement. À ce moment-là, t'étais déjà sur YouTube? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. Un T'étais petit pas encore peu. dans le lancement du gros de ta carrière. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. À ce moment-là, non. Je pense que ça devait être en peut-être 2014, 2015, peut-être. Et Ok. j'ai lancé ça en 2016. Je pense que ça devait être un petit peu bien avant, je pense. Ok. Ouais, donc là, t'es pas encore dans ce mood de YouTube, ça va. Ouais, j'avais la petite chaîne Pokémon avec mon ex, Ok, mais elle nous faisait pas vivre. C'était plus une passion qu'autre chose. tu une vois. passion. Ouais. Donc Ok, j'aurais pu me dire, bon, allez, je lâche l'affaire et j'aime plus me focus sur mes études, tu vois. d'accord. Donc ouais, ça se mais trouve, c'est intéressant parce que du coup, potentiellement, admettons, à ce moment-là, t'as fait ce choix-là. T'aurais pu du coup être avec cette fille-là, qui, comme tu le dis, aurait peut-être potentiellement su te garder un petit peu sur la voie de tes études et Ouais. peut-être tu serais devenu. C'est quel métier d'ailleurs exactement? Comment ça Alors, en s'appelle ce gros, métier ça s'appelle TESF et pour les 2 ans de BTS, tu as une 3e année pour devenir CESF.
Ok. Et en gros, ça s'appelle technicien en économie sociale familiale Ok. ou alors conseiller en économie sociale familiale si tu vas au bout des 3 ans. Ok. Et en fait, en gros, c'est comme un éducateur spécialisé, sauf que tu vas aider des personnes sur différents aspects de leur vie, sur plus d'aspects différents. Et donc, tu vas avoir du coup l'économie, Mhm. gérer un budget, comment avoir certaines aides pour pouvoir Mhm. t'aider à remonter la pente, etc. La santé, Mhm. pouvoir gérer pareil ta santé, parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément. Ouais, aller faire des qui check-up. connaissent pas les médicaments, Mhm. qui machin, donc aider ça. La famille, du coup, avec par exemple gérer ton foyer, avec comment faire des économies pareil sur tu prends du gaz ou de l'électricité, tu prends un Mhm. chauffage ou machin, cela. Et en fait, tu as plein de petits aspects par-ci par-là qui vont faire que tu vas aider une personne à baisser ses dépenses, augmenter ses revenus et du coup permettre d'avoir un équilibre et de pouvoir remonter la pente sur. Super intéressant. Non, mais c'est passionnant. Hein. C'est passionnant, c'est juste que, en effet, il y avait ce côté de quand tu arrives à des limites de gens qui sont Ouais, trop. tu peux pas aider tout le monde. Tu peux pas les aider. Quoi. Et ça me frustrait trop et j'arrivais pas aussi à. Je suis trop empathique et j'arrivais pas aussi à séparer bien ce côté professionnel du personnel. Et je pense Ouais. que ça m'aurait bouffé à Ouais, terme. quand tu finis par t'attacher aux gens, forcément, Je pense, surtout ouais. quand tu les aides, il y a une Complètement, attache qui se crée Ouais, et c'est complètement. compliqué. Mais potentiellement, du coup, potentiellement, cette je vais faire fille-là, t'aurais Ouais. peut-être gardé dans Je là-dedans. pense, ouais. Est-ce que tu penses que le fait de partager ça avec quelqu'un, ça aurait vraiment pu. Je pense, ouais. Ouais, Je pense que j'aurais pu complètement aller me diriger plus dans cette filiale-là. Ouais. Continue en tout cas. intéressant. C'est passionnant. Ah non, c'est passionnant parce J'aurais que. une complètement différente. Je serais, Complètement. je serais conseiller en économie familiale quelque part. C'est fou. Je sais pas, tu vois, genre c'est fascinant. Et ouais, il y a des trucs comme ça. Où... Pareil, hein, si mes parents m'avaient dit, bah non, tu fais tes études, j'aurais pas eu le choix. Hein, et j'aurais pas pu faire YouTube. Ou alors j'aurais testé, mais. Là, par c'est exemple, forcément pas le admettons, pour refaire l'expérience avec autre chose, là, on part sur ça exactement. Si tes parents t'avaient mis un stop catégorique en mode non, YouTube, c'est pas un métier, ce qui peut être aussi quelque chose de compréhensible chez les parents. À cette époque-là, c'était beaucoup moins. À ce moment-là, en 2016, YouTube était beaucoup moins professionnalisé qu'actuellement. Totalement. Donc, il y avait beaucoup plus cette peur de c'est pas trop un métier. C'est pas un métier. Maintenant, la phrase c'est pas un métier, tu l'entends plus. Bien sûr. Fini, tu vois, on n'est pas ça à autre chose. Mais en 2016, le YouTuber, c'est pas un métier tous les jours. Bah oui, non, Tous les mais jours. le doute est compréhensible. Tu vois. Bien Mais sûr, admettons, bon, du c'est coup, ta gueule, hein. si tes parents n'avaient pas eu justement cette bonté d'esprit et cette intelligence de dire vas-y, tu sais quoi, je te laisse tester parce que ça a l'air de te plaire, et que donc tu n'avais pas pu faire ça, tu n'avais pas pu te mettre à fond sur YouTube, est-ce que tu penses que tu aurais malgré tout continué dans la voie de tes Je serais études coiffeur pour de vrai? ou fleuriste, ouais, vraiment. Vraiment? Ouais, Coiffeur? ouais, Ah, c'est ouais. fou. Coiffeur ou fleuriste. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est deux métiers qui me fascinaient. Voilà, qui me fascinent toujours, la coiffure et les fleurs. Alors moi, fils de coiffeuse, donc voilà, ça me touche beaucoup. Mais, mais en fait, quand j'étais en troisième, je cherchais un stage. Ok. Je cherchais désespérément un stage. Et en fait, je tombais sur un bouquin d'un gamin de troisième qui faisait. Donc, c'était une histoire, tu vois, une histoire fictive d'un gamin de troisième qui cherchait un stage aussi et qui tombait dans un salon de coiffure. Et qui, du coup, trouvait une passion pour la coiffure. On lui offrait sa première ceinture avec ses petits ciseaux et tout. Et j'étais là, genre, waouh, ça a l'air génial et tout. C'est un métier où, en fait, tu rends les gens beaux et ils sont contents quand ils sortent, tu vois. Stylé, tu vois. Finalement, j'ai pas trouvé de stage dans la coiffure, donc je l'ai fait complètement dans un truc agroalimentaire, peu importe. Et ça m'est toujours resté dans le coin de la tête, tu vois. Je me suis dit, genre, putain, ça pourrait être cool et tout. Et pareil pour les fleuristes, je me suis dit, fleurs, tu sais, qu'on faisait des bouquets, être dans un univers avec plein de fleurs, plein de plantes, je sais pas, c'est beau, tu vois, t'as envie de créer. On ressent ton amour pour les fleurs qui est toujours exact, présent aujourd'hui, hein, mais tu l'as vois. depuis cette époque-là, du coup. Les fleurs de Sakura, elles sont pas très loin, tu vois, finalement. Et ouais, je pense que j'aurais dans tous les cas pas continué. Si j'avais vraiment été seul dans cette poursuite des études, ouais. Je pense que j'aurais eu mon BTS, comme parce que je l'ai forcément eu dans tous les cas, mais je l'aurais pas utilisé. Je l'aurais pas utilisé parce que ça me rendait malheureux. Vraiment, c'était vraiment une époque où le matin, à 8h, je pleurais avant de partir parce que je ne voulais pas aller dans cette école-là, je voulais pas faire ces études-là, ça me plaisait pas, je détestais ce que je faisais, tu vois. Et je m'endormais en cours, j'avais l'impression d'être narcoleptique. Hein. Ouais. Narcoleptique, ça? Oui, narcoleptique. Ouais. Putain, je me suis dit. Non, tu l'as drop en train de dire que j'aime le tabac, tu vois. Non, tu l'as drop en une fois. Narcoleptique, ouais. Et vraiment, il y a des moments où je m'endormais et c'était horrible, je me battais contre le sommeil parce qu'en fait, ça ne m'intéressait pas. En fait, je ne voulais plus faire ça, tu vois. Et bref, j'ai quand même eu mon BTS, mais je pense que si mes parents m'avaient dit non, vraiment, trouve-toi un vrai travail, ne fais pas, c'est hors de question que tu fasses YouTube sur toi, machin. Je pense que ouais, je serais parti sur un CAP coiffure ou sur des études pour devenir fleuriste, ouais. Un des deux. Trop intéressant. Ouais. En vrai, il y a un Sora d'un multivers qui est coiffeur. Mais mec, en vrai, en tant encore une fois que fils de coiffeuse, il y a un monde où j'ai envie de te voir coiffeur, quoi. J'ai envie que tu me coupes les cheveux. Mais je pense que ce monde existe. Je pense que ce monde quelque part il existe. Je pense qu'il y a un univers parallèle où je suis coiffeur. Ouais, c'est trop bien. Ou fleuriste.
Ok, bah, c'est super intéressant. Et c'est la première fois du coup que je tente cette expérience avec quelqu'un et en vrai c'est vachement cool. C'est intéressant. Ouais, c'est trop Même intéressant. moi, je me dis, putain, c'est waouh. On quoi. passe à côté de tellement de choses sans s'en rendre compte. C'est fou, tiens. En fait, je me dis, mais c'est terrifiant. Je me dis, putain, j'aurais pas du tout la même vie, quoi. Mm. Ça se trouve, j'aurais été coiffeur et du coup, j'aurais eu forcément potentiellement moins de revenus qu'actuellement et du coup, j'aurais pas forcément adopté les animaux que j'ai et du coup, j'aurais pas forcément. Tu sais, j'aurais pas du tout Dis-toi créé dis-toi ma que ça marque de devient, vêtements, ça devient j'aurais pas encore pire quand t'es dans mon cas où t'as un enfant. Et que tu te dis que là, la chose qui est la plus belle et la plus importante pour toi, à un petit choix, tu serais passé à côté. Ouais, bah ouais. Tu vois, c'est un truc fou. Hein. Ouais. Moi, je le pense tout le temps parce que pareil, ma rencontre avec Fanny, elle s'est tellement jouée à rien. En fait, ce qu'il y a de fou avec Fanny. C'était comment tu l'as rencontrée, Fanny? Alors Fanny, bah, c'est simple, elle travaillait pour Ici Japon. Et donc en fait, moi déjà, c'est la manière dont j'ai rencontré Louis. Enfin, moi vraiment, j'ai des effets papillons, mais de dingos. Hein. La vie, c'est que ça. Je vais pas raconter ça parce que je pourrais en faire un podcast à moi tout seul, mais j'en ai fait une chaîne YouTube. Mais ouais, en fait, ce qu'il y a de fou avec Fanny, c'est que pour te donner un truc facile, moi j'ai passé ma vie à déménager en France. Et je passais pas plus d'1 an, voire parfois pas plus de 6 mois dans la même ville. Donc on déménageait tout le temps avec ma mère. Juste en France, plus de 20 fois. Putain, Et depuis que je suis au Japon, en vrai, j'ai la bougeotte. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui est dans mon ADN aujourd'hui. Mais et rien qu'au Japon, j'ai déménagé plus de 10 fois, frère. Putain, c'est beau. Alors, toujours dans Tokyo, mais j'ai eu. Bon, là, après, t'es plus installé, t'es plus stable aussi. Ouais, voilà, là, ça arrivera moins. Mais du coup, l'histoire rigolote, c'est que dans tous les endroits où j'ai vécu, il y a un endroit particulier qui s'appelle La Ciotat. Et j'en ai des petits souvenirs. Tu m'en avais parlé, c'est vrai. J'en ai des petits souvenirs de ça, mais vraiment pour moi, c'est juste quand on me dit où est-ce que t'as vécu, je drop les noms que j'ai le plus en tête et La Ciotat, ça me vient assez facilement. Et quand je rencontre Fanny, on commence un petit peu à se voir de temps en temps via Ici Japon, et que je drop La Ciotat. D'habitude, quand je dis La Ciotat, personne ne connaît. Ah, mais c'est comme quand moi je dis Ceris. Hein. Moi je dis Disney. Voilà. Parce que Ceris, personne ne connaît, tu vois. Donc je dis Disney. Et du coup, quand je dis La Ciotat, moi je suis habitué à ce que les gens ne réagissent pas. Et Fanny, elle me dit non. Je sais pas quoi. Je fais, mais moi je suis né à La Ciotat. Je fais, pardon. Et je lui fais, attends, on a combien? On a 3 ans de décalage. Il y a 2 écoles primaires à La Ciotat. J'étais dans une des 2 écoles. Tu vas voir qu'à tous les coups, on était dans la même école. Et on a 3 ans de décalage. Mais moi, quand j'y étais, je sais plus si j'étais en CP, CE1, mais en gros, la maternelle et la primaire sont collées dans la même école. Et donc, en gros, j'étais certainement, parce que j'ai le même âge que sa sœur, j'étais certainement dans la classe de sa sœur, mais par contre, on était ensemble à la cour de récré. C'est ouf. Et en fait, à partir de là, on s'est rendu compte avec Fanny qu'on drop des éléments, par exemple des concerts auxquels on était en France, d'artistes japonais, on était aux mêmes endroits, au même moment, on s'est jamais croisés. C'est ouf. Au Japon, elle est au Japon depuis 2018. Avant que je la croise en 2021 avec Ici Japon, tout ça, je ne l'avais jamais croisée. Elle était à Shibuya tout le temps. Je passais ma vie à Shibuya, j'avais mon bar à Shibuya. Donc je me dis, c'est fou quand même parce qu'on a un destin où on a fait que se croiser, sans jamais se rencontrer. C'est bon, t'étais destiné à la voir. Ouais, mais c'est fou de se dire qu'en fait, on s'est jamais vraiment croisés alors qu'on était à côté l'un de l'autre tout ce temps. Et il y a juste un moment, et la fameuse soirée plage, je te raconterai en off, mais je suis très curieux. la fameuse soirée plage qui a lancé vraiment la relation entre Fanny et moi, mais ça s'est joué à rien du tout parce que moi, la soirée plage, j'étais même pas censé y aller. Et c'est plein de tout petits éléments où je me dis, mais c'est fascinant, mais c'est ça que j'adore. Et c'est dingue. Les papillons, je te dis, putain, mais c'est fou quoi. Mais là, tu vois, la soirée plage, je me dis, j'étais même pas censé y aller. Si j'y étais pas allé, il y aurait pas eu Fanny, il y aurait pas eu Mini, tu vois, il y aurait pas ma fille derrière. Et je me dis, c'est fou d'être passé si proche de jamais avoir ma fille actuelle. Et c'est fou, en fait, c'est effrayant. Ça fait peur. Hein. C'est effrayant. Moi, Adeline, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et il y a plein de moments où je me dis, putain, je sais que quand Adeline m'a dit, ouais, viens, on se voit, ce 21 juillet, là, au début, je lui ai dit, j'avais trop de choses à faire, tu vois. Et au début, je vois très mal les signes. Moi, je pensais qu'elle voulait me voir juste pour être pote, tu vois. Non, je suis vraiment nul. Hein. Moi, je suis aveugle, là. Vraiment, je sais qu'elle termine à poil à côté de moi. C'est là, genre, ça se trouve, elle est hyper à l'aise. Hein. Genre, vraiment, je suis trop con. Hein. Non, mais c'est terrifiant. Elle est un peu chaud. C'est terrifiant. Et du coup, ouais, je lui ai dit, ouais, alors, je suis pas dispo avant 2-3 semaines, peut-être un dimanche, vite fait, machin. Et elle me dit, pardon. Et je suis avec un pote. Et il me dit, et je crois que je suis avec Fried d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je crois que c'est lui. Et il me dit, mais t'es con ou quoi? Je dis, mais comment ça dans 3 semaines? mais genre dans 3 jours, genre. Et je dis, non, mais j'ai réussi. Dans 3 minutes? J'ai réussi à me libérer après-demain, je suis dispo. Elle fait, ah d'accord, ok. Mais tu vois, ça se trouve. Mais du coup, merci. Elle aurait pu être hyper vexée et dire, bah lui, c'est vraiment con, tant pis, tu vois. Genre, mais ouais, il y a plein de choses où je me dirais, putain, j'aurais pu. Tu imagines s'il n'y avait pas eu Frites à côté de toi à ce moment-là? Ouais. Ah, en plus, je suis vraiment trop nul avec les filles, quoi, tu vois. Donc vraiment. Je comprends, on est pareil. En fait, il y a plein de choses où je me dis, waouh, j'aurais pu passer à côté d'une vie entière et tout. C'est assez ouf. C'est fou. C'est assez fascinant, ouais.
Écoute, on va rentrer dans la troisième partie de ce podcast. Et bon, forcément, tu me connais. Ça fait 14 ans que je suis au Japon déjà, 15e année. Le Japon, c'est tout pour moi. Et le fait est que toi, de plus en plus, on en a un petit peu parlé, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus fort pour toi. Et du coup, j'aimerais un petit peu parler, pour terminer l'émission, de ce que représente un peu pour toi le Japon aujourd'hui. Qu'est-ce qui a amené, parce qu'on en a parlé au tout début, mais qu'est-ce qui a amené à ta décision de vouloir vivre ici? Mhm. Et là, à quelques mois de potentiellement venir t'installer ici, comment tu ressens les choses, tout ça? Donc le Japon, bon, on a vu tout à l'heure qu'il y a les animés, les mangas, Oui, bien sûr. Sword Art Online, etc. Mais à côté de ça, par exemple, au niveau culturel, au niveau de tout Mhm. ça, qu'est-ce qui vraiment t'a amené à cet attachement pour le Japon? Le déclic, ça a été quoi? Le déclic où je me suis vraiment dit waouh, le Japon c'est quelque chose d'important pour moi, c'est en 2019. La première fois que je viens ici en fait. La Ok. première fois que je viens ici, c'est un voyage que j'ai toujours rêvé de faire, venir au Japon du coup. Et là, je peux enfin le faire. J'y vais avec mon ex-copine. Bon, pareil, c'est passé pas très bien. Là-bas, c'était vraiment sur la fin du coup. Donc juste avant Adeline. Ouais, juste avant Adeline, ouais, donc 6 mois avant Adeline, un truc comme ça. Et bref, je vais quand même avec mon ex-copine du coup au Japon. Bon, je découvre. En fait, déjà, j'avais des énormes attentes, hein. J'avais des énormes attentes, puisque je mettais le Japon sur un piédestal, mais tellement haut. Je me suis dit, forcément, je vais venir, je vais être déçu, tu vois. C'est évident, je le mets trop haut, tu vois. Et non, c'est encore mieux que je le pensais, tu vois. Ah, c'est comme moi. C'est comme moi. Et j'étais là, genre, waouh, mais je suis pas déçu, c'est encore mieux, tu vois. Et en fait, bref, il y a un moment où il y a une marque qui me dit, bah, si vous voulez, contre une petite visibilité sur une vidéo, nous, on peut vous amener à Fukuoka pendant 2-3 jours, on vous fait visiter et tout, et après, vous repartez à Tokyo, vous continuez et tout. Je dis, bah, vas-y, carrément, je suis curieux, tu vois, de voir Fukuoka, c'est une préfecture qui est tout au sud du Japon, je suis hyper curieux de voir la différence avec Tokyo. Donc, je vais là-bas, et il y a un moment où on veut voir un coucher du soleil. Et je me rappelle de ce moment parce que c'est un des moments les plus importants de ma vie. J'achète une petite brochette de fraises au sucre, Ouais. qui est ma friandise préférée à Tokyo, faut Mhm. savoir. C'est extraordinaire, mais au Japon tout court, c'est extraordinaire. Et j'achète ce petit truc-là. Et en fait, on veut absolument voir le coucher de soleil, et le coucher de soleil au Japon est exceptionnellement rapide. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le soleil littéralement descendre. C'est impressionnant à quel point le soleil descend vite, on le voit descendre à vue, c'est impressionnant. Et on court, et on voit une plage, on dit tiens, on va se mettre sur la plage et tout. Donc j'avance un peu parce que je marche un peu plus vite. Je me pose sur la plage et je regarde le coucher de soleil. Et je suis avec ma fraise au sucre. Et à ce moment-là, genre, il n'y a plus personne autour de moi. Il n'y a plus mon ex-copine, désolé. Il n'y a plus mon ex-copine, il n'y a plus la meuf de l'organisation du truc. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Il y a juste moi, ce coucher de soleil et mes fraises au sucre. Et c'est le moment le plus apaisant et le plus magique de toute mon existence. Genre vraiment, si je devais parler de safe place, c'est ce moment-là, cet endroit-là, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là, ça a été un petit déclic où je me suis dit, waouh, cet endroit, il me plaît vraiment beaucoup, en fait, tu vois. À tel point que je me suis tatoué la plage. Le tu vois, tatouage, ouais. tatoué la plage de cette plage-là de Fukuoka. Et ouais, donc c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, waouh, ok, là, il y a un truc. Il y a un truc, je ressens quelque chose ici que je ressens pas ailleurs. Et les voyages passent, donc je me mets en couple avec Adeline, naninana, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Pardon. Et en novembre 2025, donc en novembre 2023, c'est mon 8e ou 9e voyage au Japon. Et je vais avec Flo, du coup, qui est un de mes meilleurs amis aussi, qui est mon cadreur, etc., mon photographe, qui m'aide sur la DA de la chaîne et sur la marque. On va tous les deux là-bas et on se dit, tiens, tu sais quoi, on y va 2 semaines en mode pour kiffer, tu vois. Et c'est la première fois en 8 ans de YouTube où je fais 2 semaines quelque part sans rien faire. C'est-à-dire que je pose des petites stories par-ci par-là, mais je fais pas de contenu vertical, je tourne pas de vidéo. Juste, je passe 2 semaines à fusionner avec le Japon, à parler à des Japonaises, parler à des Japonais, parler à plein de gens, découvrir un petit peu leur culture, comprendre certaines choses que je comprenais pas avant. Et je me suis jamais vraiment mélangé à des Japonais, des Japonaises, en essayant de comprendre un peu leur société, leur Ouais, culture. tu n'es tu vois. plus en tant que touriste Ouais, c'est avant, ça, tandis je que là, tu as kiffais, essayé de. voilà. Et Ouais. là, vraiment, je parlais à des gens. Je me suis fait une amie qui s'appelle Sayana, avec qui je lui demandais, je lui disais, bah alors, du coup, toi, comment est-ce que tu vois la société au Japon? Elle me disait que, par exemple, elle adorait sa culture, mais qu'elle détestait la société. Et je suis là, ah non, mais pourquoi, tu vois, genre, parce que c'est strict, parce qu'il y a trop de règles, parce que même nous, ça nous saoule. Et voilà, de Sayana, je suis passé à un Japonais qui m'a expliqué pareil, d'autres trucs, qui me disait, voilà, moi aussi, c'est pareil, machin. Et bref, trop intéressant, tu vois. Et ces 2 semaines-là, vraiment, elles m'ont changé, tu vois. Vraiment, ça a été un espèce d'énorme déclic, un énorme coup de foudre, où je me suis dit, waouh,
je ne savais pas encore à ce moment-là, mais ok, je veux vivre ici, tu vois. Ces 2 semaines se terminent. Je laisse Flo et des potes sur place. Et parce que je partais 3 jours avant, parce que j'avais du taf en France à gérer. Et j'arrive à l'aéroport, et là, c'est la première fois que ça me fait ça. Genre, je suis avec ma valise, avec mes 2 valises, avec mes 4 valises même, parce que j'en ai 4. Je pars toujours avec 2, j'en ai avec 4 valises. Et là, je me mets à pleurer, tout seul, dans l'aéroport. Et je suis là, genre, mais moi, je comprends pas, tu vois. Juste, les larmes coulent toutes seules, parce que j'ai pas envie de partir. Genre, vraiment, j'ai pas envie. Et c'est après, tu sais, je me dis, mais. En plus, je me dis, Maxime, mais arrête, c'est ridicule, genre, arrête de pleurer tout seul, tu vois. Et tu sais, j'ai pas envie de pleurer, mais juste, je pleure tout seul. Et du coup, donc je me monte dans l'avion, je rentre, et pendant 2 semaines, Adeline, elle me voit, mais totalement déprimé, je suis trop triste, je vois tout gris, y a vraiment, je suis hyper déprimé, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, on avait un projet d'acheter une maison en France avec Adeline. Et Adeline, elle me dit, mais Maxime, t'es sûr que tu veux acheter une maison en France? Parce que j'ai pas l'impression que tu veux vivre ici. Et je dis à Adeline, ouais, je crois que non, en fait, j'ai pas envie de vivre en France, quoi. Je veux vivre là-bas, je veux vivre au Japon, je veux plus vivre en France. Et elle me dit, bah ok, on y va. C'est fou. Voilà. Ouais, simplement. C'est fou. Et du coup, voilà, elle me dit, bon, on y va. Et là, du coup, on est à l'heure actuelle, on est le 5 avril, je crois. Le 4. Le 4 avril. Et du coup, on vient tout juste de faire le virement de fonds pour créer une entreprise japonaise pour pouvoir, du coup, commencer à avoir le visa et potentiellement habiter là. Potentiellement, même pas. Même pas potentiellement. Potentiellement, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Là, tu vois. Là, on y va. Il y a 30 000 balles qui est parti pour la création de l'entreprise. Là, c'est bon. C'est à moins d'1 an de venir t'installer ici, du coup. Normalement, si tout se passe bien, février-mars, on habite ici, quoi. Et tiens, je me dis, waouh. C'est fou, quoi. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Donc ouais, c'est ces 2 semaines, c'est ce premier moment à Fukuoka sur cette plage qui m'a vraiment, je pense, un peu changé, qui m'a fait quelque chose. Et ces 2 semaines qui ont confirmé que je voulais vivre ici pour la vie, quoi. Ah, c'est beau. Voilà. Du coup, toi là aujourd'hui, à 1 an justement de venir t'installer ici, c'est quoi ton ressenti par rapport au Japon? Comment tu vois peut-être ta vie ici? Au niveau des projets, certes, mais même au niveau de toi-même, comment tu t'apprêtes? Comment t'imagines un petit peu Alors, je suis quelqu'un qui s'organise très mal et qui vit un peu au jour le jour, tu vois. Ouais, genre, je me dis, je sais même pas ce que je vais manger demain. Donc, alors, ce que je vais faire dans 1 an. Donc, ouais, non, j'improvise beaucoup ma vie. Et ça m'a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Je comprends. Donc, ouais, je sais pas trop. Je sais juste que je suis à peu près sûr de mon choix. Que je me visualise très bien, que je me projette dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de moments, dans beaucoup de passages où je me dis, tiens, là, on pourrait passer un week-end là-bas. Ah, là, on pourrait travailler ici, un petit café, machin, machin. Là, on pourrait habiter dans ce coin-là, machin. Enfin, je visualise beaucoup. Et en fait, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, c'est bizarre, genre, la plupart du temps, quand je repars du Japon, je suis triste parce que je pars, parce que je sais pas dans combien de temps je reviendrai, parce que j'ai pas pu assez profiter, ce genre de choses, ce genre d'arguments qui me viennent en tête. Et là, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que je ne devrais pas partir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais totalement. Mais j'ai l'impression que c'est pas normal que je parte parce que, en fait, il faut que j'habite ici, quoi. En fait, j'ai l'impression que j'habite déjà ici, tu vois. Et du coup, c'est pas normal pour moi de partir. Et du coup, je me dis là, attends, je pars dimanche. Et je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi. C'est bizarre, tu vois. Parce que je comprends. J'habite pas ici. Je suis au tout début, je suis aux prémices de tout ce que. Ouais, mais ton cœur est déjà là, quoi. Mais mon cœur est déjà là, ouais. Et du coup, ça me paraît bizarre de devoir partir. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en off, il y a 2 jours qu'on s'est vus, vous me disiez, Adeline et toi, que c'est la première fois que vraiment vous commenciez vraiment à vous projeter pour de vrai dans certains endroits quand vous vous promenez, etc. Là, t'as des lieux comme ça, par exemple, dans Tokyo, là où tu te dis, là déjà, je me suis projeté un petit peu sur certains trucs. Moi, je veux habiter près de Shibuya. Okay. Parce que Shibuya, c'est le quartier que j'aime le plus. Let's go. J'adore Shibuya, là. Moi, c'est trop mon quartier, j'aime trop. Les anti-Shibu, c'est pas mes potes. Ouais, mais j'aime trop, tu vois. Genre, je sais pas. En fait, j'adore les endroits où il y a du monde et il y a de la foule. J'adore la foule. Tu vois, moi, j'adore les Champs-Élysées, par exemple. Je sais que les gens détestent parce qu'il y a plein de monde. Moi, j'adore ça. Quand il y a plein de monde, il y a plein de gens. Je peux voir plein de visages différents, m'imaginer leur vie. Enfin, c'est génial. Je trouve ça trop bien. Un peu stalker, mais. Ouais, un petit peu bizarre. J'imagine qu'il y a les suivre jusqu'à chez eux, dormir dans leur lit. Enfin, tout ça, tu vois, piquer leurs femmes, leurs animaux. J'adore ça. Non, mais. Je vais juste couper ce segment. Ouais, peut-être. Non, mais tu vois, j'adore là où il y a de la foule parce qu'il y a de la vie et que je me sens vivant, tu vois. Et Shibuya, je me sens vivant de fou. Il y a plein de gens, il y a plein de connexions possibles. Donc, ouais, Shibuya ou Harajuku. Il y a que des connexions à Shibuya. Shibuya et Harajuku, c'est les 2 quartiers où j'aimerais vivre pas loin. Je comprends. Après, viens vivre à côté de chez moi. En vrai, oui, bien sûr. Et après, je sais pas, j'imagine. Tu sais, je vois par exemple tous les Japonais avec leurs chiens hyper toilettés, tout propre, tout bien. Je dis,
moi aussi, ils vont venir ici, ils vont être tellement plus beaux que tous vos chiens, ils vont être trop stylés et tout, ça va être des stars, ils vont être toilettés à balles parfaitement et tout. Et ouais, j'imagine plein de choses, les petites rues, les petits combini, les petits trucs. Enfin, ouais, après, peut-être que. Après, il y a un monde où ça me plaît pas, tu vois. C'est pour ça qu'avec Adeline, on fait les choses de manière très sécure. On va commencer par louer quelque chose, voir si on s'acclimate. Et si on s'acclimate, on achète une maison, tu vois. On pourrait acheter une maison directement, on pourrait le faire. Mais c'est ce que je voulais faire à la base. Mais Adeline m'a dit attends, doucement. Déjà, rien qu'un truc bête, hein, mais pour être sûr aussi du quartier dans lequel t'es. Ouais, bien sûr. T'as des quartiers dans lesquels tu te sens mieux que d'autres. Moi, comme je t'ai dit, en 14 ans ici, j'ai beaucoup bougé. Et je sais qu'il y a des quartiers où j'étais vraiment mal, tu vois. Bah, en fait, c'est peut-être ça qui me fait un peu plus peur. En fait, la seule chose qui me fait peur dans tout ça, vraiment, c'est même pas le déménagement, parce que le déménagement, je dis que ça va être une galère, mais. Une fois que c'est fait, c'est fait. Du coup, on va trouver une solution. Ouais. On va bien trouver. Non, mais je comprends, je suis pareil. La seule chose qui me fait vraiment peur, c'est de tomber dans un appartement où les voisins pourraient me discriminer parce que je suis étranger, en me disant ces animaux font du bruit, ça me fait chier, j'appelle la police. Ou il trie pas bien, il fait pas telle ou telle chose, j'appelle la police. Ou alors je me plains ou machin. Ou... C'est la seule chose qui me fait peur. Et c'est pour ça qu'à la base, je voulais acheter une maison. Parce que je me dis qu'au moins dans une maison. Tu peux louer une maison aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais avec des animaux en tant qu'étranger, en ayant à peine le visage, je me dis bon, à voir, tu vois. Mais je me dis qu'avec une maison, déjà, c'est mieux isolé. Je suis moins collé à des gens. Donc si mes animaux font du bruit, ils sont dans ma maison, tu vois, c'est mieux, tu vois, c'est plus simple de me dire, et c'est pareil en France en soi, hein, tu peux très bien tomber sur des voisins, c'est des connards finis. Mais après, tu vois, la différence qu'il y a en France, c'est qu'en France, t'es obligé d'accepter les gens avec des animaux. Au Japon, il n'y a pas ça. Ce qui fait que si jamais tu vas dans un appartement où déjà les animaux sont acceptés, t'as très peu de chances que la personne à côté, elle se plaigne du fait que t'as des chiens, parce que c'est un endroit où typiquement on a le droit d'avoir des chiens. Après, moi par exemple, en 14 ans ici, j'ai eu une seule voisine. Mais quand je te dis chiante, c'est pas qu'elle était détestable, c'est qu'elle avait clairement un souci psychiatrique, je pense. Et elle appelait tous les jours les flics. Les flics, ils en avaient marre au bout d'un moment. On chuchotait chez nous. Elle continuait d'appeler les flics en disant ils font trop de bruit. Genre, je me rappelle d'une fois, ma mère, elle est venue à la maison. C'était mon anniversaire. On a fêté mon anniversaire en chuchotant joyeux anniversaire. Arrête, c'est vrai. Je te jure. Et même malgré ça, pim pom, il y a les flics qui sont venus en disant oui, alors il paraît que vous faites une fête chez vous et tout. On était en train de chuchoter, monsieur, je vous promets. Ouais, japonais couramment à ce moment-là. Oui, bien sûr. Je parlais japonais couramment. Heureusement. Mais au bout d'un moment, les mecs ils connaissaient, tu vois. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas ne pas intervenir, tu vois. Bon, bah écoutez, on est là. Bon, on dit juste bonjour, quoi. Et pour te dire, elle, pour le coup, c'était une raciste, mais elle était même raciste intraculturelle parce que. Par exemple, ma femme de l'époque, c'était une japonaise qui venait de Kyushu. Et en fait, dès qu'on rentrait à la maison, elle ouvrait sa tête, elle disait « Rentrez à Kyushu !» Je dis « Ah oui, ok, on est à ce niveau-là. » Ah ouais, d'accord, oui, donc là, c'est même pas... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. C'est le parigo qui dit « Retourne à Marseille », tu vois. C'est extrême droite, là. C'est extrême droite. C'est beaucoup elle était juste un peu tarée. Enfin bon, tout ça pour te dire que ça existe. Après, combien de chances t'as de tomber vraiment sur un voisin ou une voisine comme as? Tu connais mon karma? Je serai là pour t'aider, d'accord? Tu seras pas tout seul. Oui. C'est forcément normal, tu sais, que j'ai ce genre de petites peurs, tu vois, parce que c'est bien sûr. C'est des choses que je peux pas contrôler. C'est de l'inconnu aussi. Voilà, c'est ça en fait. Mon déménagement, je peux le contrôler. La recherche de l'appartement, je peux à peu près le contrôler. Les gens qui vont être à côté de moi et qui vont m'accepter ou pas, ça, je le contrôle pas du tout, tu vois. Donc du coup, je peux pas savoir. Et en fait, il y a ce côté où j'ai déjà énormément de chance parce que même si, parce que voilà, j'ai beau adorer le Japon de tout mon cœur. C'est un pays, et comme tous les pays, il a des avantages et il a des inconvénients. Il a des défauts, comme n'importe quel pays, tu vois. Et malgré que les Japonais soient hyper bienveillants, etc., ils sont quand même, et ça, on peut pas leur enlever, ils sont très sectaires, très entre eux, et c'est compliqué. Sectaire, non, attention. Je veux dire, ils sont dans leur carcan, tu vois, ils sont dans leur truc, et c'est difficile d'être intégré. Je peux pas dire le contraire, c'est difficile. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre. T'es l'exception qui confirme la règle, mais j'ai plein de gens, tu vois, qui ont essayé de s'intégrer et qui n'ont pas forcément réussi à s'intégrer parfaitement. Et moi, j'en ai tout autant qui ont réussi, donc. Bon, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai déjà ce côté d'indépendant où j'ai pas à faire l'effort de m'intégrer socialement au niveau du travail. Au niveau du travail. Là, je parle pas de socialement, amicalement, je parle vraiment du travail. Ouais, le travail. Tel, tu vois. Le fait d'avoir ta propre société et de faire ton travail toi-même. Je suis dans mon coin. Ouais. Et personne ne peut m'embêter parce que j'ai pas à me mélanger et à dépendre de quelqu'un au-dessus de moi qui est japonais. Et surtout, tu vas pouvoir focus sur ce qui a peut-être même de plus intéressant en étant ici. C'est juste les gens. Les gens de la vie de tous les jours. Et ça, les gens avec qui tu auras des vraies relations, tu vois. Et pas des relations hiérarchiques. Complètement. Et ça, c'est un énorme avantage, tu vois. Totalement. Mais le côté social, le côté voisin, ça, je le contrôle pas du tout, quoi. Mais t'inquiète, donc j'espère que ça ira. Et en fait, il faut falloir que j'apprenne très vite à parler aussi parce que le fait de pouvoir me faire comprendre. Pareil, je serai là pour t'aider.
c'est gentil. Mais voilà, ouais, c'est quelque chose, peut-être, c'est le seul peut-être point où j'ai un petit peu plus peur. Où je me dis, est-ce que je vais pas tomber sur des gens qui vont pas m'accepter, tu vois. Ouais. Alors que moi, j'ai qu'une envie, c'est que. En fait, ça me ferait trop mal parce que moi, je les aime tellement, tu vois, les Japonais, que je veux qu'ils m'aiment aussi, tu vois. Ouais. Et si quelqu'un m'aime pas, je peux pas le forcer à m'aimer, tu vois. Ouais, c'est Et sûr. donc voilà, c'est peut-être le seul point où je me dis, on verra comment ça va se passer. C'est rigolo. Tiens, vite fait pour finir sur le Japon, est-ce que toi, il y a un aspect culturel japonais ou un truc vraiment qui t'inspire de manière générale? Bon, on sait que t'aimes les sakura, on sait que voilà, là, t'as vécu ton premier hanami cette année. Oui, toute première fois. C'était comment d'ailleurs? C'est extraordinaire. Ça faisait tellement d'années que je voulais le voir. Et je suis trop content, vraiment, je suis trop heureux, tu vois. Parce que c'est pas le logo de ma marque pour rien, tu vois. Ouais. Donc je suis trop content d'avoir pu le voir. Et je me dis, putain, l'année prochaine, peut-être que je les verrai en tant que résident. Bah oui, c'est ça. Je me dis, c'est incroyable, tu vois. Avec un Donc, peu de chance, t'habiteras pas loin d'un endroit où il y a des sakura, parce j'aimerais qu'ici, il y en a trop. partout. Hein. J'aimerais trop. Avec un peu de chance, t'en auras dans ton jardin, tu verras ta fenêtre. Mais ouais, est-ce que sinon, il y a un concept, un truc vraiment japonais où tu te dis, par exemple, je sais que récemment, dans une de tes vidéos, t'as parlé du Ikigai. Oui. Donc ça pourrait être le Ikigai. Et est-ce qu'il y a des choses comme ça où vraiment tu te dis, voilà, de ce point de vue-là, vraiment, niveau culture japonaise, ça j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me parle. Bah, j'ai bien aimé le lien, le musubi, espèce de petit. Il y a un autre nom. C'est le fil rouge qui te le lie, Akaito. Voilà, Akaito, et dans Kimi no Na wa, ils en parlent beaucoup aussi, de musubi, d'être lié à la personne. À une personne. Et j'aime beaucoup ce petit lien, ce petit fil invisible qui te lie à quelque chose. Est-ce que tu sais qu'il existe, alors je crois même que c'est basé sur un manga à la base, mais il y a un drama, donc une série japonaise qui s'appelle justement Akaito, et je pense que ça te plairait de fou. Les musiques, elles sont incroyables, et l'histoire elle est folle, et c'est justement des destins liés. En fait, le principe du Akaito, c'est ça, c'est des destins liés. Ouais, je trouve ça génial. Et on est typiquement un peu dans tout ce qui est effet papillon et tout aussi, hein, donc on est vraiment dans le thème. Mais je te conseille vraiment de regarder ça, Akaito, et je pense que c'était basé sur un manga, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pourrais regarder carrément. Mais c'est fascinant, j'aime beaucoup ce côté de dire on est lié à une personne ou à un endroit, tu vois. Il y a un petit fil invisible qui te ramène toujours à la personne. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Kimi no Na wa. C'est mon film préféré de tous les temps d'ailleurs. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai carrément le fil rouge je vois. Sur moi carrément. Tu les as sur toi. Donc ouais. Ok, super intéressant. Voilà. Bah écoute, pour terminer un petit peu, déjà merci beaucoup. Merci c'est super. J'espère que j'étais assez clair. Ah non, mais c'était super. En vrai, là je me dis, j'aurais aimé faire 1 heure de plus tellement c'est passionnant. Moi aussi, je me dis, on pourrait parler de tellement de choses, tellement de trucs. Là j'ai essayé d'être un peu concis et tout, mais en vrai, on aurait tellement pu déborder et parler de beaucoup plus de choses. Moi, j'ai essayé d'être clair, mais la fatigue de fin de voyage commence à se faire ressentir. Et ma prononciation, mon cerveau, ma bouche aussi. Donc c'est compliqué de gérer, d'organiser mes idées. Je dors pas beaucoup. Mais j'espère que j'étais compréhensible. Non, c'était super. Alors vas-y, sur les quelques neurones qui te restent, avant de conclure, quel conseil toi tu donnerais par exemple à quelqu'un qui hésite à prendre une décision importante par peur des conséquences ou quoi? Avec le vécu que tu as aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui... J'aurais tendance à dire que si c'est quelque chose qui te rend heureux, de foncer sans réfléchir. D'y aller tester, parce que je pars sur le principe que vaut mieux avoir des regrets d'avoir fait quelque chose et te dire c'était pas forcément ce que j'aurais dû faire, plutôt que des remords et te dire toute ta vie si j'avais fait ça, est-ce que j'aurais été plus heureux? C'est horrible de dire ça, tu vois, c'est affreux. Je me dis vraiment, si quelque chose te rend heureux, et n'importe quoi, hein, c'est pas forcément un déménagement à l'autre bout du monde, tu vois, mais si c'est je sais rien, je sais pas, t'as envie d'essayer, t'as un métier qui te plaît pas et t'as envie de devenir fleuriste et tu te dis putain, est-ce que je me lance? Lance-toi, essaye, et ça se trouve ça va changer ta vie et tu vas être tellement plus heureux. Et c'est vraiment ce côté de s'il y a quelque chose qui te rend heureux, peu importe ce que c'est, que ce soit un lieu, que ce soit un métier, une action, une personne, teste, et au pire ça le fait pas, et au pire ça change ta vie. Et je pense que c'est important, et aussi de moins prêter attention au regard des autres aussi. Parce qu'on a trop tendance à donner de l'importance au regard des autres, alors que ces gens-là ils sont que de passage dans ta vie, tu vois. C'est toi qui vis ta vie, donc c'est ça. Il faut que tu restes le personnage principal de ta vie. Exactement, exactement. Ok. Voilà. Merci beaucoup, c'est super, très bon message de fin. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode de l'effet papillon, premier épisode que je tourne. C'est un petit quelque chose pour moi quand même, depuis le temps que je voulais faire un podcast. Merci beaucoup. T'avoir eu toi en premier, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plaisir, du coup, merci beaucoup Sora pour cette discussion, c'était super. J'espère J'espère que vous aussi, vous ressortez de ce podcast avec des nouvelles idées, avec peut-être, comme on disait sur la fin, peut-être cette envie aussi de tenter des petites expériences, des trucs où vous disiez « Ah non, je sais pas si... » Si, allez-y, comme il dit, moi je suis très d'accord avec toi, tentez.
Vraiment, foncez et puis vous verrez bien où ça vous amène. Ça vous amènera peut-être pas à l'endroit que vous imaginiez, mais ça vous amènera quelque part quand même. Bon, par C'est contre, ça qu'il y a de beau. ce qui vous rend heureux, c'est mettre toutes vos économies sur le rouge. Peut-être pas. Réfléchissez peut-être quand même, pesez le pour et le contre avant. Faites gaffe. J'ai pensé que t'allais dire un truc encore plus trash que ça. Je me suis dit, waouh. Non, Sora, il m'a dit qu'il fallait que je le tente, donc là, bah, j'ai mis tout mon argent sur la crypto. Et là, doucement, doucement, pesez le pour et le contre quand même. Hein. Les flics qui viennent toquer chez toi après, tu sais. Je te jure. Ah, il paraît que vous faites la promotion de partage financier. Attention à ce que vous faites quand même. Hein. Bon bah du coup je tiens quand même à vous remercier sincèrement pour avoir regardé ce podcast en entier. Donc encore une fois c'est un tout nouveau podcast, là on lance un petit peu la machine, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas bien sûr à le liker, à commenter. C'est disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, YouTube, etc. Dans tous les cas on se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes avec toujours des gens aussi intéressants que Apiot Sora, en tout cas j'espère. Puis bah écoutez, encore une fois, bah déjà merci beaucoup Maxime d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très très vite pour l'effet papillon.